Bonjour à tous pour cette première édition. Vous pourrez dire j'ai participé à la première édition des Masterclass by CMH Academy. Il y a quelques anciens élèves aussi parmi vous, donc ils sont les bienvenus. Et puis il y a même déjà quelques victimes prochaines qui sont venues voir à quelle sauce ils vont être mangés dans les prochaines éditions. Alors oui, c'est une série que nous commençons aujourd'hui. C'est 10 rendez-vous qu'on va essayer d'avoir, à peu près au rythme d'un rendez-vous par mois. Un rendez-vous qui va nous conduire jusqu'au mois de juin de l'année prochaine. Alors à quoi ça sert une masterclass? Pourquoi on a eu l'idée, la direction académique du CMH et moi qui l'ai suggéré, qu'est-ce qui a cette idée un peu bizarre de vous faire venir un mercredi soir, après le travail pour certains. Mais je dirais, si vous, j'ai regardé à la télévision ce soir, il n'y a pas de match de foot. Donc, si, il y a un match de foot. Mais ça s'enregistre, vous pourrez le voir en replay. Donc, à quoi ça sert une masterclass? Pourquoi on vous a fait venir? Essentiellement, pour vous faire partager un petit peu la réalité de ce business. Pour vous donner des clés de compréhension, pour essayer de voir ce qui se passe un peu plus dans cette industrie. L'hôtellerie, c'est un monde passionnant, et c'est bien pour ça que vous l'avez choisi, j'espère. Mais c'est aussi un monde un peu compliqué quand on rentre dans le détail. C'est un monde où les acteurs n'ont pas toujours les mêmes centres d'intérêt. C'est parfois un peu brutal dans les rapports de force. Alors pour ceux qui ont assisté à mes interventions de l'année dernière, j'ai toujours insisté pour que vous restiez très attentifs à l'évolution de ce métier. Il y a des métiers qui vont en train de se créer, il y a des professions qui vont évoluer, le monde change, les rapports de force changent. Alors c'est un peu l'objectif de cette masterclass, celle-ci et celles qui vont suivre. C'est vraiment de vous faire partager l'expérience, je dirais même les expériences de patrons et de patronnes, puisque nous avons 2 patronnes avec nous ce soir, et de s'interroger, de voir un petit peu comment ils ont conduit leur chemin, leur parcours, les raisons de leur choix, pourquoi ils prennent ces décisions, quelles sont parfois aussi leurs interrogations, et même parfois peut-être leurs erreurs. Et on peut apprendre de ces erreurs. Alors plusieurs des punchlines que j'ai utilisées parfois dans mes interventions de l'année dernière, je les dois à notre premier invité. Alors notre premier invité, je voulais mettre en coulisses pour qu'il ne soit pas trop influencé par ce que j'allais dire, mais finalement, il est là près de nous, et je vais peut-être le faire un peu rougir, mais ça ne se verra pas avec les fauteuils, donc c'est pas grave, sur ce que je vais dire à propos de lui. Je suis vraiment très heureux de commencer cette série avec Georges Samper. Georges Samper qui est le président du conseil de surveillance du groupe B&B Hotel. On verra pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ce groupe ce qu'il représente. Alors soyez pas surpris si on se tutoie. Je pense que ça fait près de 30 ans qu'on se connaît. J'étais encore jeune journaliste dans la presse professionnelle. Il était responsable commercial de Avis à l'époque. Et je l'ai retrouvé dans cet univers de l'hôtellerie il y a à peu près 15 ans, quand il a pris les rênes du groupe B&B Hotel. Et depuis 15 ans, très honnêtement, et c'est vraiment très sincère, je suis vraiment admiratif du parcours qu'il a mené personnellement et admiratif de la transformation qu'il a réussi à mener avec son groupe. Si vous écoutez un petit peu ce qui se dit dans la profession, je ne pense pas que vous trouviez quelqu'un qui puisse dire du mal de Georges Samper. Et pourtant, croyez-moi, ils ne sont pas toujours très tendres les uns avec les autres. La seule critique que je pense avoir entendue, c'est à propos de sa modestie, de son soi-disant manque un peu de flamboyance peut-être, comme si pour marquer sa réussite, il fallait avoir des signes extérieurs. Je crois qu'il roule encore en scooter, malgré l'accident qu'il a eu il y a quelque temps, mais vous voyez, il n'a jamais dévié de sa ligne de conduite, martelé dès sa prise de fonction à la tête de B&B. Et honnêtement, il fallait une certaine obstination pour résister parfois au chemin qu'on a essayé de lui faire prendre dans ces différentes étapes de son parcours. Alors j'espère vraiment qu'à travers notre conversation, parce que ce sera une conversation, vous pourrez comprendre un peu quels sont les points forts de cette ligne de conduite, comment il a pris en main ce groupe et comment il a considéré qu'il fallait le diriger, de le faire grandir et surtout de ne pas lui faire perdre son âme. Alors vous aussi, vous aurez la possibilité de poser des questions.
Alors comme c'est une première, on va tenter un peu une expérience. Je ne suis pas sûr que les portables passent dans l'amphithéâtre. Si le portable passe, pour ceux qui ont de la chance d'avoir un bon réseau, vous pourrez m'envoyer un SMS. Alors, manque de peau, je n'ai pas réussi à mettre un prix pour mettre 34 centimes à chaque fois que vous m'envoyez un SMS. Donc je ne gagnerai rien ce soir. Ou alors une question par mail. De temps en temps, je m'arrêterai. Ça va arriver sur ma tablette. Donc à un moment donné, je m'arrêterai pour voir si vous avez effectivement posé des questions, s'il y a des questions qui sont pertinentes et qui méritent qu'on les fasse partager à tout le monde. Et s'il vous plaît, mettez votre nom, juste pour savoir si la question a été faite par quelqu'un d'entre vous et que je puisse un petit peu garder la trace. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. J'appelle à me rejoindre sur scène Georges Champeur, que vous pouvez applaudir. Bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir, bonsoir. Bon, on a essayé de préparer un petit peu, mais finalement, dans ma philosophie un peu d'animation, l'idée c'est bien sûr d'avoir quelques points de repère, quelques chemins sur le parcours, un peu une ligne de conduite, mais ça va surtout un peu être un échange. Donc parfois ça va être un peu hésitant, parfois on aura des points qui ne seront pas tout à fait satisfaisants, mais voilà, il faut se laisser un petit peu le temps de s'installer une conversation, et je pense quand même qu'à travers cette conversation, puisque j'ai déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois avec Georges, je pense que vous pourrez apprendre un certain nombre de choses. Alors, le groupe BNB, je pense que vous avez intérêt à savoir un petit peu à quoi il ressemble à ce jour. Il faut savoir qu'il est arrivé au 49e rang mondial, d'après les derniers classements de 2017. 49e rang mondial, on est déjà dans les 50 premiers groupes mondiaux. Avec, alors, on parlait des chiffres, mais ils sont déjà plus vrais. Parce que 445 hôtels à ce jour, c'est déjà plus vrai. On est déjà un peu plus. On a dépassé les 450. On a déjà dépassé les 450. On ouvre un par semaine. Voilà. Mais vous voyez que c'est bon. Encore un groupe qui est essentiellement implanté en France, avec, j'allais dire, une filiale importante. Et c'est un choix qui a été fait dès le départ de s'implanter en Allemagne. Et à partir de là, de partir un peu dans d'autres pays, d'abord européens. Et puis une opportunité, ce sera peut-être l'occasion d'en parler, d'aller au Brésil. Pourquoi au Brésil? Un établissement au Brésil. C'est peut-être une opportunité, une chance, un pari sur l'avenir. Pour en parler. Voilà, on pourra en reparler. Et puis, ce qui me paraît plus logique, en tout cas dans la stratégie du groupe, c'est effectivement de s'implanter continuellement en Europe. Et donc, je crois que la Belgique est ouverte. La Belgique, c'est fait. La Suisse, c'est fait. L'Autriche, c'est fait. Le Portugal bientôt. Le Portugal bientôt et voilà. La Slovénie l'année prochaine. Ok. Donc voilà, c'est quand même un groupe, 445 hôtels. On doit être pas loin des 500 millions de chiffre d'affaires, un peu plus. Alors, on va dépasser les 500 millions cette année. Ouais. Voilà, donc 500 millions de chiffre d'affaires. Quelques images pour vous familiariser avec le groupe. Alors je les ai pris un petit peu au hasard, donc ce n'est pas volontairement une exhaustivité de tout ce que représente BNB Hôtel, sachant que le groupe a évolué, donc vous allez avoir forcément, en l'espace de 15-20 ans, un peu plus, des différentes étapes. Et on verra à un moment donné qu'il y a eu cette transformation d'un concept qui était peut-être un peu différent pour arriver dans un concept que tu as décrit comme étant éconochique. On verra un peu ce qu'il y a derrière ce mot. On est dans les théories économiques. Alors on verra justement, c'est un des sujets lorsqu'il y aura l'évolution de ce concept. Est-ce que l'hôtellerie économique doit rester, alors ce que tu disais à un moment donné, ne pas être une hôtellerie paupérisée, c'est-à-dire qu'on appelait ça à un moment donné en bas de gamme. Absolument. Ce qui n'était pas très gentil à la fois pour les gérants et pour les clients. Mais si on voit, ça c'est un des petits derniers, c'est celui de Disneyland, donc il commence déjà à être assez imposant. Et quand on voit l'aménagement intérieur de ces hôtels, voilà, on a réussi à transformer un peu l'image de l'hôtellerie économique. Et BNB est certainement un des premiers, on verra justement dans le parcours, à avoir voulu casser cette image de l'hôtellerie économique. Ça, c'est le type de chambre. Alors, ce sont les chambres qui sont en Allemagne, je crois, celle-là. Oui. Voilà, ça, c'est le type de chambre que vous avez en France.
le produit hôtellerie économique est un de celui qui a le plus évolué dans ces transformations. On est passé de quelque chose d'assez fonctionnel à quelque chose qui maintenant est plus dans l'esprit. Là, on parle de l'expérience, c'est de donner une expérience. Voilà. La salle à manger chez Disney, par exemple. Ça, c'est pour vous familiariser un petit peu avec le produit. On verra un peu comment il a évolué. Mais revenons à toi. Donc, j'ai une première photo. Au début, tu ne l'avais pas reconnu. Non, parce qu'effectivement, tu m'as dit que c'était la Casbah d'Agadir. Voilà. C'est la ville où je suis né. Je suis né à Inesgan, exactement, voilà. Qui est dans la banlieue d'Agadir. Et j'ai très peu vécu là-bas parce que je suis resté 11 mois, en fait. Voilà. Donc, en fait, mon père était dans l'aéronaval. Il venait de se marier. Et le jeune couple s'ennuyait au Maroc. Donc, ils ont fait un enfant. Et je suis né et ils sont revenus en France 11 mois après ma naissance. Donc, mais moi je me disais, est-ce que c'est pas un peu prémonitoire, être né à Agadir, c'est peut-être une première marche pour aller dans le tourisme? Ah peut-être, oui, effectivement. Ouais. Je n'avais pas vu ça comme ça, mais pourquoi pas. Ouais. Et donc entrer en France? Entrer en France, plus précisément en Bretagne, là où j'ai grandi ensuite. Donc effectivement, même si je suis né au Maroc, je me considère comme pur breton. Et le jeune Georges Champer, il a fait quoi comme études? Des études très courtes parce que j'ai passé mon bac, on dirait c'est le bac ES aujourd'hui, c'était le bac B à l'époque, à Lorient. Et ensuite j'ai commencé des études de commerce dans le Finistère. Et malheureusement, peut-être que ça a été une chance de ma vie parce que quelquefois on dit que on a une volonté pas de vengeance, c'est pas exactement le terme, mais en tout cas de réussir dans sa vie. Mon père est décédé lorsque j'avais 22 ans, donc j'ai abandonné les études pour pouvoir faire mon service militaire et de me mettre au travail avant qu'il ne décède. Et donc ça m'a fait rentrer dans la vie active assez tôt. Est-ce que tu avais déjà un peu un objectif? Tu dis que tu as fait un peu des études de commerce. Est-ce que c'était ça? C'était le... Oui, enfin bon, comme je pense... il y avait une vocation sauf ceux qui sont ici, qui savent exactement ce qu'ils veulent faire dans la vie, mais... lorsque j'étais jeune, j'avais pas exactement d'idée très précise de ce que je voulais faire, mais c'est vrai que je me sentais plus la fibre commerciale et donc naturellement je me dirigeais plutôt vers des études de commerce. Le tourisme a été un petit peu un accident, un hasard? Oui, enfin le tourisme c'est un vaste mot. Pour moi c'était plus l'industrie du service. Le service. J'ai toujours vécu dans des sociétés de services, c'était plutôt les sociétés de services et qui se trouvent forcément très liées à l'industrie du tourisme. Alors on va rentrer assez vite dans ta période justement de travail. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Tu es rentré donc en 1976 au sein de l'entreprise Avis. Et si je regarde la fin du parcours, tu en es sorti quasiment 23 ans après. Oui. Ça veut dire quoi à cette époque, alors qu'on a tendance à considérer que les jeunes, votre génération, alors c'est peut-être une bonne chose, c'est peut-être une mauvaise chose, a tendance un peu à ce qu'on appelle zapper d'un poste à l'autre. Toi, est-ce que c'était un choix de rentrer dans cette entreprise et j'allais dire de gravir à l'intérieur de cette entreprise? Est-ce que c'est parce que tu sentais que tu étais bien et que tu pouvais progresser? Ou est-ce que c'était une forme de contrainte, il n'y avait pas le choix, vous restez ailleurs? Qu'est-ce qui a fait que tu es resté aussi longtemps? Et on verra progressivement les postes que tu as pris. Tu as vraiment gravi à l'intérieur de l'entreprise pour arriver quasiment au sommet. Oui, alors c'est vrai que j'appartiens à une génération qui avait tendance à rentrer dans une entreprise pour y faire carrière. Donc, ce qui existe beaucoup moins maintenant. Maintenant, je pense que j'ai eu la chance de rentrer dans une entreprise de service qui était très dynamique et qui avait une culture très forte du service. Et je me suis retrouvé dans cette entreprise. Et c'est vrai que j'ai gravi tous les échelons de l'entreprise parce que je suis rentré dans une agence comme attaché commercial, laveur de voitures, convoyeur, responsable du recouvrement dans une petite agence à Brest où on était 3. Et ensuite, j'ai fait du contrôle qualité, j'ai pris des directions régionales et j'ai fini PDG. Oui, mais c'est pas un hasard. Je vois 79 conseillers commercial, 82 contrôleurs, 83 déjà un directeur régional, c'est-à-dire 4 ans après, directeur régional. Est-ce que ça veut dire qu'on donnait la chance? Oui, je pense qu'en plus il y avait de la formation interne. Donc,
Donc pour quelqu'un comme moi qui avait fait des études courtes, j'avais l'opportunité de suivre des formations au sein de cette entreprise. Donc encore une fois, c'était une entreprise extrêmement dynamique et qui donnait sa chance à des jeunes comme moi. J'ai eu la chance d'en bénéficier. Alors je ne sais pas si ce serait encore possible dans les entreprises aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai bénéficié de cette chance et que j'en ai profité. Qu'est-ce qu'on fait pour... Alors après, il y a étape par étape, je dirais, est-ce qu'on a le sentiment dans l'hôtellerie, ce que j'ai pu voir un petit peu, c'était parfois il fallait faire partie d'une écurie. On s'accrochait à quelqu'un, un chef de département, quelqu'un qui avait un peu une carrière, et on montait avec cette écurie. Est-ce que, voilà, comment se fait un parcours dans une entreprise aussi importante que Avis, qui est bien sûr française, mais qui est aussi internationale? Oui. Est-ce que tu avais un plan de carrière en Non, franchement, j'avais pas de plan de carrière. J'avais pas de plan de carrière, j'avais par contre beaucoup de curiosité, c'est-à-dire que j'avais une soif d'apprendre, j'avais envie d'apprendre ce métier, j'avais envie d'apprendre les différentes facettes de ce métier, j'avais envie aussi de prendre en charge les équipes, peut-être que j'avais un certain talent pour le management et j'avais envie d'exprimer cette capacité. Et donc, mais c'est surtout la curiosité et l'envie de comprendre le métier à la base. Enfin, comme on l'a dit, j'ai commencé à la base de ce métier et j'ai toujours retenu cette leçon d'apprendre le métier là où il se pratique, donc que ce soit dans la location de voiture, dans le voyage d'affaires après et dans l'hôtellerie, on y reviendra. J'ai toujours voulu comprendre les rouages de l'entreprise au niveau de ses employés pour comprendre quels étaient les bénéfices clients qui pouvaient exister dans l'organisation. Est-ce qu'il faut être proactif? Est-ce qu'il faut demander? Il faut dire, je veux, quitte à aller dans un secteur qui est peut-être un peu inconnu, sur lequel on risque de se tromper, on risque de faire des erreurs. Est-ce qu'il faut prendre ce risque à l'intérieur d'une entreprise? Est-ce qu'on peut encore... De toute façon, la curiosité va aussi avec l'envie de prendre des risques, parce que pas forcément l'envie de prendre des risques, mais en tout cas, on prend des risques quand on est curieux, parce que on frappe aux portes, on va regarder ce qu'il y a derrière le rideau, et donc dans cette curiosité, on développe un sens du risque qui existe. C'est vrai que je me suis rendu aussi mobile géographiquement. Donc j'ai dû déménager 11 fois en 10 ans à une époque. Donc on disait que j'étais plus connu pour mes primes de mes déménagements que mon salaire, mais ça a été aussi un atout pour moi de me rendre mobile et disponible. Alors par rapport à un équilibre que je sens un peu différent maintenant dans la vie des jeunes diplômés, est-ce que cette époque, on sacrifiait un petit peu sa vie personnelle à sa vie professionnelle? Est-ce qu'il y avait un peu ce déséquilibre qui était « je dois réussir, je dois faire carrière, donc je dois réussir dans mon métier, le reste viendra avec ». Comment tu perçois ça par rapport à peut-être les expériences que tu vis autour de toi? Non, mais je pense qu'effectivement, quand on choisit de vouloir grandir dans une entreprise, il y a forcément quelque part une part d'égoïsme et on sacrifie un peu sa vie personnelle. Donc j'ai eu la chance d'avoir une première épouse, même si nous sommes séparés plus tard, mais qui m'a suivi dans mes déplacements. Ça a participé aussi à l'éducation de mes enfants, à qui j'ai donné l'opportunité de vivre à l'étranger, de vivre des expériences différentes. Et donc, quelque part, il y a aussi un bénéfice personnel, mais c'est vrai que la vie personnelle en pâtit d'une certaine façon. À un moment donné, quand on a préparé un peu cette soirée, je t'ai parlé un peu de cette carrière et de cette progression, on va dire, assez intéressante, assez linéaire, mais quand même qui a duré 29 ans. Et tu me dis, mais je suis ambitieux sans impatience. Oui, comment tu traduis ça? Être ambitieux sans impatience. Parce qu'on a tendance à considérer que les jeunes sont un petit peu impatients maintenant. Est-ce qu'il faut être ambitieux mais sans impatience? Mais je pense que tout à l'heure tu parlais de modestie. Je crois que quelque part dans l'impatience, il y a un manque de contrôle. Je pense que l'ambition c'est autre chose. L'impatience c'est de ne pas vouloir attendre, et je pense qu'au contraire, la patience est un critère de réussite, ce qui n'empêche pas d'être ambitieux, mais encore une fois, ça va avec la curiosité, ça va avec l'envie de découvrir des choses nouvelles, et donc voilà comment ça se traduit. Et on récompense cette forme de patience? Oui, je pense qu'on récompense cette forme de patience. Et dans l'ambition, tu parles d'ambition, c'est vrai qu'il
Il y a une chose aussi que j'ai toujours eu en tête, c'est que je n'étais jamais à la recherche d'un job particulier ou d'un salaire en particulier. J'acceptais ce qu'on me donnait pour le travail que je faisais, mais je n'avais pas d'ambition particulière dans cet ordre-là. Mon ambition, c'était plus... C'est un défaut, une qualité? Je ne sais pas si c'est un défaut. Je crois qu'il faut être justement rémunéré pour le travail qu'on effectue, mais quand on est dans un contrat de confiance avec son entreprise, c'est une question qu'on ne doit pas se poser. Là aussi, quand on parlait un petit peu ensemble, tu me parlais de cette expérience comme celle aussi d'une culture d'entreprise très forte. Oui. C'est pas la première image qu'on aurait d'Avis, d'une entreprise qui a une culture d'entreprise assez forte, et surtout qui est apparemment très valorisante pour ses employés. Moi, j'ai vécu une époque d'Avis où c'était une entreprise qui grandissait en Europe et qui était indépendante Avis Europe était indépendante des États-Unis. Donc, on ne prenait pas nos ordres de New York ou d'ailleurs. Et donc, il y avait une équipe de management en Europe qui était très proche de ses collaborateurs, qui donnait beaucoup d'autonomie aux patrons de pays. Enfin, c'est des leçons de management que j'ai répliquées ensuite, en particulier chez BNB, mais de cultiver cette autonomie, cette responsabilisation des équipes. Et c'est vrai que ça créait une culture très forte au sein de l'entreprise parce qu'on se sentait en confiance, on sentait qu'on nous faisait confiance. Et ça, c'est un critère extrêmement important. Et cette culture, c'est difficile de définir une culture d'entreprise, mais c'était un sentiment que l'on partageait avec des Est-ce qu'on peut parler d'un sentiment d'appartenir à une famille? Dans certains mondes milieux hôteliers, on parle de la famille, on dit ça chez Marriott. Souvent, quand il y a un nom à l'origine, c'est peut-être le cas aussi chez Hilton, appartenir à une famille. Est-ce qu'il y a ce sentiment qu'on appartient à une communauté, qu'on sait qu'on va pouvoir d'abord échanger, qu'il y aura ce réseau forcément qui va fonctionner aussi à travers le monde? Oui, je pense que si la définition de famille, ça veut dire relation de confiance, ça veut dire de ne pas se poser des questions sur la sincérité de la relation avec les autres, oui, c'est un sentiment familial d'une certaine façon. Et alors, où est la frontière entre la famille qui aide, qui soutient, qui supporte, et le paternalisme fait que finalement on dit soyez contents, vous êtes là, soyez patients, attendez votre tour. Le paternalisme est une certaine façon de manager, ça n'est pas la mienne, parce que je pense qu'au contraire... Il y a un danger justement à passer cette frontière ou à maintenir un petit peu les gens enfermés. Je pense qu'une image paternaliste, c'est une image de leadership à l'ancienne, qui peut encore exister dans certaines entreprises, mais qui veut dire aussi une certaine déresponsabilisation des collaborateurs. Alors que pour moi, un vrai leadership, c'est un leadership qui ne s'impose pas en termes de décision, mais qui rentre dans le cadre d'un management participatif avec la responsabilisation des collaborateurs. C'est-à-dire qu'à n'importe quel échelon d'entreprise, chacun pense qu'il a la capacité de prendre des décisions, et ça, il a la capacité de faire des choix. Oui, absolument. On avait le droit de faire des erreurs. Enfin, moi, je ne sais pas si on en a parlé, mais le plus beau conseil en management que j'ai reçu, ça a été, tu parlais du fait que j'étais directeur régional en 81, 82, j'avais 25 ans. Je me suis retrouvé devant un cas de relations humaines qu'il fallait régler parmi mes collaborateurs. Et je me demandais comment résoudre ce problème. Donc j'ai appelé mon responsable hiérarchique et je lui ai exposé la situation. Et sa réponse a été de me dire « fais comme tu le sens ». Il ne s'en est peut-être pas rendu compte, mais ça a été le meilleur conseil en management que j'ai jamais reçu. Parce que je me suis senti responsabilisé avec le risque que cela comportait, mais je me suis retrouvé face à mes responsabilités et j'ai pris ma décision et je l'ai assumée. Et ça, je pense que c'est aussi un signe d'un certain style de management. Alors on a le sentiment que c'est un peu le style de management qu'on va retrouver entre guillemets à l'américaine, où on dit au contraire, apprenez de vos erreurs, vous avez le droit de tomber à partir du moment où vous vous relevez. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas de bêtises. C'est encore valable en France? On a l'impression que l'échec est encore une faute en France. Est-ce que tu le ressens encore? Oui, peut-être. Que ça change un petit peu? J'essaye de me démarquer de ces éléments culturels que l'on veut attribuer comme ça. Je pense que tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit de se tromper. Il faut au contraire, je pense qu'il faut encourager l'initiative, il faut encourager la prise de risque. C'est un critère de réussite sans égal. Alors, je ne sais pas si je vais être maladroit, mais tu m'as dit, en plus, la location de voiture, c'est un produit de commodité.
c'est un produit où les marges ne sont pas toujours très, très importantes. Et du coup, ce n'est pas forcément dans le produit qu'on trouve son épanouissement. Et du coup, on doit le trouver ailleurs. On doit le trouver peut-être dans son entreprise, dans la façon de travailler. C'est pas forcément, il y a de plus excitant de travailler dans la location de voiture. C'est clair que j'ai pas, alors je connais pas tous les métiers du monde, mais en tout cas, j'ai trouvé que dans ce métier de la location de voiture, c'est une des meilleures écoles de l'industrie du service, parce qu'il n'y a pas plus. Enfin, souvent, ça m'arrivait, je prenais mes collaborateurs et je les mettais côté client. Dans un aéroport, on peut prendre un exemple, les exemples on peut les prendre partout, mais on est en France donc on va prendre Orly. Si vous prenez à Orly, vous regardez les comptoirs des loueurs de voitures, ils ont tous la même taille, la même longueur de linéaire. La Renault Clio de chez Hertz, celle de Avis et celle de Europcar, c'est exactement la même. L'emplacement des parkings, il est au même endroit. Qu'est-ce qui fait la différence ? Et donc, alors, qu'est-ce qui fait la différence ? La différence, c'est la qualité du service qui est offert par les collaborateurs. C'est la personnalisation qu'on va avoir avec un certain nombre de clients. C'est une espèce de constante dans l'attitude vis-à-vis de son client qui va faire qu'on va faire la différence. Parce que dans la location de voiture, un client, par définition, il a toutes les cartes. Et en fait, on s'apercevait qu'il était fidèle à un loueur dans telle ville et qu'il était fidèle à un autre loueur dans une autre ville, parce que la relation qu'il avait avec les collaborateurs de cette agence était ce qui primait dans son choix. Alors tu arrives à un moment, est-ce qu'on peut considérer que c'est le bâton de maréchal ? Tu arrives comme directeur général d'Avis, fin 90, dans les années 90. Au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, tu es arrivé, le sentiment d'être arrivé au bout ? Non. Mais c'est vrai que après le parcours que j'avais effectué, où j'avais eu des responsabilités marketing, vente en Europe, etc., d'avoir une direction générale, c'était un objectif. J'avais envie quelque part de gérer ma propre entreprise, et donc de diriger une filiale, une des plus importantes filiales du groupe Avis. C'était un vrai challenge, en plus dans un pays qui n'était pas le mien, donc avec une culture différente, c'était un autre challenge. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ça n'est qu'ensuite qu'effectivement, lorsque j'ai analysé ma carrière chez Avis, ça faisait 23 ans que j'y étais. Peut-être que j'arrivais aussi à une quarantaine d'années, donc là on se pose des questions et on se dit, est-ce que j'ai envie d'être monoculture au sein de la même entreprise et monoproduit dans la location de voitures ? Alors comment s'est passé le déclic ? On est venu te chercher, il y a des chasseurs de tête qui venaient tourner autour de toi de temps en temps. Oui, il y a eu des approches de chasseurs de tête pour d'autres métiers du service qui déjà nous font poser des questions. Et puis à un moment, c'est vrai qu'il y a eu un changement de dirigeant au sein d'Avis Europe et je me retrouvais beaucoup moins dans la culture de cette nouvelle équipe que dans celle que j'avais vécue. Et donc, il y a eu l'opportunité de partir chez Carlson Wagonlit à l'époque. Le déclic, ça a été ça. C'est à un moment donné, cette confiance que tu as peut-être dans l'entreprise, elle a été un peu rompue, elle a été un peu différente. Oui, je trouve qu'à l'époque, le patron monde de Carlson Wagonlit était quelqu'un qui me suivait depuis des années, qui m'avait déjà fait des appels du pied, donc j'avais confiance en lui. Je retournais en France, je restais dans une structure internationale. J'arrivais en plus dans un métier qui faisait face à un vrai challenge, parce que tu parlais du milieu du tourisme, et moi j'étais dans la location de voitures qui était un métier paratouristique. Et c'est vrai que dans les années 2000, il y avait un changement de business model dans le voyage d'affaires qui était à 180 degrés. C'est-à-dire qu'on passait d'un métier qui était rémunéré par ses fournisseurs à un métier qui allait facturer des honoraires à ses clients. Donc il fallait le justifier. Il y avait un vrai challenge de valeur ajoutée, de création de valeur ajoutée, aussi dans un métier qui était assez compliqué à défendre. Donc j'ai trouvé que le challenge était intéressant. Et puis ça arrivait à un moment de ma carrière où effectivement j'avais épuisé les ressources de mon métier précédent. Alors là, par contre, tu restes que 3 ans. 4 ans. 4 ans. Oui. Mais tu avais fait le tour. Pour la petite histoire, j'ai vécu septembre 2001 quand j'étais chez Carlson Wagonlit. Le voyage d'affaires s'est écroulé. Et à l'époque, on avait 2 actionnaires à 50-50 qui étaient Accor d'un côté et la famille Carlson aux États-Unis. C'était un peu le mariage de la carpe et du lapin, parce que d'un côté, il y avait une boîte cotée en bourse avec Jean-Marc Espaliou. De l'autre côté, une boîte familiale non cotée qui était très secrète sur ses résultats, etc. Et ces 2 actionnaires ne s'entendaient pas. Et donc, comme le voyage d'affaires s'était écroulé en 2001, ça avait suggéré à mon patron de l'époque de faire un management buyout. Et donc, je lui ai dit, écoute, c'est le moment de racheter cette entreprise. On a une bonne équipe de management. On croit dans notre business model. Si on va voir nos actionnaires aujourd'hui, je pense qu'ils ne verront pas d'objection à nous céder l'entreprise. Accor, c'était déjà des engagés de courte paille et d'autres entreprises. Donc, je pensais qu'il y avait une opportunité.
Et donc là, mon patron de l'époque a Ouais. commis une grosse faute. Il m'a dit, va voir des fonds d'investissement. Voilà, c'est ça, je veux dire. On ne fait pas tout seul un management buyout. À ce Voilà. moment, on va aller voir un fonds d'investissement. Voilà. Donc j'ai vu les fonds d'investissement. Ça, c'est la première rencontre. C'est ta première rencontre avec Voilà. les fonds d'investissement? Voilà. Et puis, c'est un milieu que je connaissais peu. Ouais. Donc j'ai fait connaissance avec leur business model. Ils m'ont expliqué comment ils fonctionnaient. Donc Ouais. je me suis familiarisé avec ce type de financement de reprise d'entreprise. Et puis il se trouve qu'effectivement, un fonds d'investissement est venu me voir un jour en me disant, écoutez, nous, la boîte dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Par contre, on a une autre opportunité. Et voilà. Alors, cette autre opportunité, ça va être ça. Oui, alors ça, Alors, c'est assez marrant comme histoire, parce Voilà. que il y a des clins d'œil de l'histoire de temps en temps. Comme vous l'avez compris, j'ai démarré ma carrière à Brest, dans une agence à vis. Et il se trouve que ce monsieur François Branelec, qui a créé BNB en 1990, à l'époque où j'étais à Brest, il était franchisé Hertz. Donc c'était un concurrent que je connaissais. Ouais. Donc je connaissais le personnage. Et c'était assez marrant, 25 ans après, de remonter la rue Thiam et de se retrouver dans la même ville. Donc, la famille Branelec, en l'occurrence, s'appelait la Sofibra, Société financière Branelec, avait dans ses participations un groupe, je crois que c'était le groupe Galaxy à l'époque, Ouais. et qui souhaitait s'en séparer. Et donc le fonds d'investissement est arrivé. C'est eux qui avaient approché un fonds d'investissement ou c'est le fonds d'investissement qui avait regardé un peu les entreprises familiales qui En étaient fait, intéressantes? François Branelec avait créé cette structure Galaxy pour BNB, donc une entité séparée de son affaire familiale. Il avait fait venir un autre actionnaire à 50%, ils ne se sont pas entendus. Et à un moment, la seule solution pour se tirer d'affaire était de vendre l'entreprise. Et il se trouve que le patron du fonds du Oxford Capital était à une époque, faisait partie des banques prêteuses de la famille Branelec, donc il connaissait l'entreprise et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, on va parler de cette première étape. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez du titre qu'on a voulu à cette présentation, c'est J'ai épousé un fonds de pension, c'est le premier, un fonds d'investissement. Ouais. On a tendance à confondre un peu les deux. Hein, j'ai épousé ou il m'a épousé. Chronique d'un divorce annoncé. Parce qu'on sait, dans le principe, qu'un fonds d'investissement, quand il va rentrer dans une entreprise, il a déjà l'idée d'en sortir. Voilà. En général, dans de meilleures conditions qu'il est rentré. Donc il Donc faut ça va faire un contrat de divorce au moment où on Voilà, fait un ça contrat de va être mariage. tout bon. Voilà. Alors, la mariée, au départ, c'est, si je me souviens à peu près, je regarde mes fiches, une centaine d'hôtels. Oui, un petit peu moins de 100 hôtels, oui. Bon, essentiellement en France. Déjà un premier pied posé en Allemagne. Oui, il y avait Donc, il y 6 avait- hôtels en Allemagne. Un chiffre d'affaires de 73 millions. Oui. Ce qui était déjà pas mal, mais on était dans une grosse PME. Oui. Duke Street Capital arrive avec. Alors il n'avait pas ce nom-là au départ, mais il s'appelait Park West maintenant depuis quelques temps. Ils font appel à toi pour prendre la gestion de cette entreprise. Comment ça se passe? Alors, c'est effectivement un. Comment on arrive au ça a bureau? été- Qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrivés aussi à un moment où j'avais envie d'un vrai projet entrepreneurial. J'avais eu ce parcours chez Avis, chez Carlson Wagonlit. J'avais un peu épuisé les ressources du dirigeant salarié et j'avais envie de franchir une étape supplémentaire et d'être mon propre patron dans une entreprise. Est-ce que dès le départ, on t'a proposé ou est-ce que tu as demandé à avoir une participation dans l'entreprise? Non, leur règle, c'était que j'investisse à leur côté dans l'entreprise. Alors. Donc à l'époque, j'avais pas de gros moyens, donc j'ai hypothéqué ma maison et j'ai mis C'est un risque, le donc, fruit ouais. d'hypothèque dans l'entreprise. Oui, mais j'y croyais et je croyais surtout au modèle. C'est-à-dire que avant d'accepter cette offre, j'ai commencé par aller incognito chez BNB, de dormir chez eux, d'aller chez quelques concurrents, de comprendre un petit peu le business model. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes dans cette société. Il y avait déjà un élément culturel que je trouvais intéressant avec ces systèmes de gérants. Et puis un positionnement qui était assez intéressant par rapport à ce qui existait à ce moment-là dans l'hôtellerie économique avec Formule 1, sachant que Étape avait démarré un peu plus tard que BNB. Et donc un positionnement que je trouvais intéressant. Et puis je me suis rappelé mes années en Angleterre. Et lorsque j'étais en Angleterre, j'ai assisté à la naissance de Ryanair et d'EasyJet. Et j'avais vu comment ces deux entreprises avaient bousculé le monde du transport aérien traditionnel. Et donc je m'étais dit, quand je regardais ce qui existait à la concurrence dans l'hôtellerie économique, je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que je trouvais Sur le modèle effectivement low cost.
Voilà, sur le modèle low cost, enfin qu'on appelait low cost, souvent à tort d'ailleurs, parce que le low cost c'est surtout low fare, mais c'est pas forcément low cost. Mais je trouvais qu'il y avait un marché pour mettre en anglais du value for money, donc d'où le concept économique derrière, sur le marché français. Parce que je trouvais que l'expérience qu'on avait chez Formule 1 était, tu parlais d'une expérience paupérisante, c'était effectivement paupérisant, même chez Tapotel, même si il faut rendre à César ce qui est à César, et que Accor a lancé le mouvement de cette hôtellerie économique de chaîne. Mais l'image qu'on donnait de l'hôtellerie économique à l'époque, plus les autres acteurs qui existaient sur le marché, il y avait beaucoup de marques qui ont disparu depuis, mais qui étaient surtout des opportunités fiscales que la mise en place d'un vrai produit. Et je trouvais qu'on ne donnait pas une image valorisante de l'hôtellerie économique aux clients. C'est-à-dire que c'était pas cher, mais en plus, il ne fallait pas que le client demande à ce que ce soit beau. Donc je trouvais que là, il y avait un positionnement différent à prendre en mettant une offre qualitative. Et c'est là que j'ai employé cette différence pour moi qui est essentielle, c'est-à-dire que cette hôtellerie était considérée comme une hôtellerie à service limité, ce qui est déjà est très restrictif dans le nom, donc d'où l'hôtellerie bas de gamme, etc. Et j'ai voulu la transformer dans une hôtellerie à service limité, c'est-à-dire expliquer aux clients que pour le prix moyen qui à l'époque était de 40 €, on ne va pas pouvoir tout lui donner, mais par contre ce qu'on va sélectionner avec lui, on va lui donner la meilleure expérience possible. On verra un petit peu sur la façon dont tu as conçu un petit peu ça. Moi, je voudrais revenir un peu au début. Quand tu arrives, qui est le patron ? C'est les fonds d'investissement qui te surveillent et qui te disent, voilà, on a mis de l'argent, donc c'est nous qui Bien allons... entendu, il y a une période d'observation. Mais qui définit le plan, voilà, et qui le vend à qui ? Le plan stratégique, c'est avec mes équipes que nous l'avons défini. C'est-à-dire que... Et c'est un peu le conseil que je donne à des jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Je leur dis, attendez, est-ce que vous avez une vision ? Ayez une vision, écrivez votre histoire, écrivez votre rêve. Et c'est vrai que quand j'avais fait cet audit des différents hôtels, très vite je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans cette entreprise. Et donc je me suis dit, il faut qu'on soit un leader de l'hôtellerie économique en Europe, qu'on développe un réseau, mais avec un concept. Et donc je suis très vite allé voir mes actionnaires en leur disant, voilà ce que j'ai envie de faire de cette entreprise. Et ils ont signé pour suivre cette feuille de route. Donc c'est à toi de la définir, tu n'es pas l'exécutant d'une feuille de route ou d'un plan qui aurait été défini pour niveau... Ça s'est pas passé comme ça. Voilà. Ça s'est passé avec la construction d'un vrai plan qu'ils ont. Ça s'est pas passé comme ça à cause de toi, parce que tu avais une idée très faible avec tu étais breton, je pense, oui, c'est vrai. avec le caractère breton qu'on peut considérer, ou est-ce que c'est la façon normale, parce qu'on a toujours peur, quand on parle des fonds d'investissement, on voit toujours un peu cette image un peu froide, des gens qui ont la calculatrice à la main, qui veulent bien sortir le carnet de chèques à partir du moment où c'est eux qui ont décidé, etc. Voilà, quel est le degré d'autonomie que tu avais par rapport à eux ? Tu devais rendre compte, mais en étant ton patron, ou est-ce que c'est eux qui te disaient, on va voir, voilà votre route pour les 6 premiers mois, et on se revoit dans 6 mois et on fera le bilan ? Moi, j'ai très mis avec eux certaines règles de fonctionnement. Alors c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de fonds d'investissement avaient une très mauvaise réputation. Parce qu'ils considéraient que les managers comme un management de commodité et que c'était eux qui faisaient la stratégie de l'entreprise. Mais très vite, ce mouvement s'est arrêté parce que les fonds d'investissement ont compris qu'ils ne pouvaient pas, eux, diriger l'entreprise à la place des gens qui étaient dans l'entreprise. Et c'est vrai que c'est frustrant pour eux, parce que finalement, c'est des gens qui sont multi-compétences. Ils gèrent à la fois des entreprises qui sont dans l'industrie, dans les services, dans tous les domaines. Mais ils vivent l'entreprise par procuration. C'est-à-dire que c'est jamais eux qui sont véritablement aux manettes, d'où une certaine frustration. Et de temps en temps, ça se sent, ils ont envie de mettre... Donc ça les démange de mettre les mains comment tu arrives à leur dire, non, écoutez, c'est mon boulot, on m'a engagé pour ça. C'est aussi avec les équipes en disant, écoutez, voilà, on a des objectifs, il faut atteindre nos résultats. Et le fait que nous atteindrons nos résultats, nous achetons notre indépendance en délivrant nos résultats. Je leur prends l'exemple d'une voiture, je leur dis quand vous avez une voiture, si la voiture tourne sur ses 6 cylindres, personne n'a envie de s'improviser mécanicien. Dès que ça commence à tourner sur 3 ou 4 pattes, forcément on a envie d'ouvrir le coffre et de regarder ce qui se passe. Donc faisons en sorte que personne n'ait besoin d'ouvrir le coffre et donc délivrons les résultats. Alors je vois que quasiment 1 an après, je ne sais pas combien ils ont acheté l'entreprise, mais 1 an après, vous levez plus de 200 millions. Alors, c'est vrai que le premier challenge qu'ils m'ont donné, c'était de faire du développement sans argent. C'est-à-dire que
Nous, on a mis un certain nombre d'argent dans cette entreprise. Maintenant, on a levé de la dette pour pouvoir acheter ces entreprises parce que c'est la façon dont ça fonctionne. On achète une entreprise avec de la dette. L'entreprise rembourse sa dette pendant la durée de détention et forcément, ça augmente la dette baissant au fur et à mesure des remboursements par l'entreprise. La valeur des titres augmente et c'est comme ça qu'ils font leur plus-value. Donc, ils m'ont dit, nous, voilà, il faut faire du développement, mais il faut trouver des solutions pour faire du développement. Et comment donc, là, il a fallu aller faire des banques. Il a fallu aller faire des banques. Ah oui. C'est pas eux qui ont remis au pot. Ouais. Et on a réussi à convaincre des banques en prenant forcément des garanties sur l'immobilier qu'on avait à l'époque, dont on était propriétaire, de nous donner des fonds pour faire du développement et donc de commencer à faire grandir cette entreprise. Et là, l'objectif, c'était quoi? Alors, c'était déjà d'élargir la couverture nationale, parce que je pense qu'elle était quand même née à l'ouest, en Bretagne, donc forcément très implantée dans cette région. Il manquait un peu cette couverture. Tu avais déjà quelque chose en tête? Oui, et c'est clair qu'on était à l'époque un acteur assez régional, donc l'entreprise avait commencé à Brest, avec un maillage de territoire en ouvrant un hôtel quasiment tous les 50 km. Donc, et c'est ce qui faisait son succès d'ailleurs, parce que le bouche à oreille fonctionnait, les clients étaient satisfaits du produit et donc suivaient le développement de l'entreprise au fur et à mesure de ses ouvertures. Donc clairement, il fallait trouver une solution pour développer l'entreprise, pour la faire grandir, pour avoir un maillage territorial le plus large possible. Et donc, je sais où tu vas en venir, mais c'est effectivement derrière, par une acquisition, qu'on a pu atteindre cet objectif. Alors, on est en 2005. L'entreprise est à nouveau en vente. En général, si je respecte le schéma habituel, un fonds d'investissement va rester entre 6 et 7 ans. Bon, à l'époque, c'était plutôt 4-5 ans. Alors, c'était absolument pas prévu qu'ils vendent au bout de 2 ans. Ouais. Et l'entreprise n'était pas en vente. Qu'est-ce qui a justifié ça? Eh ben, ce qui a justifié ça, c'est que il y a deux éléments. Un, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il fallait qu'on trouve de l'argent pour financer notre croissance. Donc, et j'avais vu ce que venait de faire Accor avec la vente de ses actifs immobiliers qui lui faisait rentrer de l'argent pour faire du développement. Et je me suis dit, il y a peut-être une solution, on est propriétaire de nos murs, donc si on vend nos murs, on va peut-être pouvoir lever de l'argent pour pouvoir financer les développements. Donc on a approché le marché avec des banques d'affaires traditionnelles pour faire cette opération. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, Eurazeo était un des candidats au rachat du groupe Tétinger et avait un objectif, c'était de revendre le champagne, de revendre l'hôtellerie de luxe et de garder l'hôtellerie économique et d'en faire un pôle plus large pour concurrencer Accor. Et donc une banque d'affaires leur a présenté l'entreprise BNB et donc ils se sont intéressés à BNB. Ils ont échoué dans le rachat du groupe Tétinger, mais ils n'ont pas échoué dans l'offre qu'ils ont faite à Duxet de racheter. Alors comment se BNB. passe cette période de transition lorsque on est approché? Alors les actionnaires sont approchés. Est-ce qu'ils sont venus par les actionnaires ou ils sont venus par toi d'abord pour tester? Ils sont malins, ils voient les deux. Oui. Donc, alors comment on le vit? Est-ce qu'on le vit de façon, je dirais, assez satisfaisante? S'il s'intéresse à moi, c'est que j'ai peut-être pas trop mal réussi mon travail sur les 2 ans, ou est-ce que déjà, voilà, encore des prédateurs qui vont me remettre sur le grill, je vais redevoir encore convaincre mes employés, mes salariés? Non, parce qu'à l'époque, comment on vit cette période de transition? À l'époque, on n'avait pas de taille significative. Ouais. J'avais déjà identifié une cible d'acquisition que l'on a faite par ailleurs, qui est Village Hôtel. Donc, j'avais déjà fait des approches auprès des propriétaires de Village Hôtel pour arriver à faire cette opération. Et donc, clairement, avec les discussions qu'on a eues avec Eurazeo, c'était quelle ambition on a pour BNB et avec des moyens supplémentaires qui étaient mis pour développer la chaîne et pouvoir faire des acquisitions. Donc, il y avait véritablement une ambition et des nouveaux moyens qui étaient mis au service de l'entreprise. Toi, tu l'as vécu comme quelque chose de plutôt positif. Oui, c'était pas encore une épreuve, parce qu'on sait jamais, c'est toujours quand on se fait racheter, c'est pas toujours très satisfaisant. Enfin, on peut avoir des interrogations, on peut avoir des craintes. Oui, et puis on dirait est-ce que je suis le personnage crainte, à la... La crainte à l'époque, c'était plutôt la durée, parce qu'effectivement, je venais de vivre une expérience d'un fonds qui nous avait gardé 2 ans, alors que l'objectif initial, c'était de nous garder 5-7 ans. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu de frustration. Et donc Eurazeo, qui n'était pas un fonds d'investissement, mais une société d'investissement, parce que c'est une société cotée en bourse, n'avait pas les mêmes horizons de sortie, même s'il s'avère qu'ils sont sortis 5 ans après, mais ils n'avaient pas les mêmes horizons de sortie, et qu'il y avait des vrais moyens derrière pour faire de la croissance. Alors ça, justement, c'est la différence quand on discutait que Patrick Sayer, c'est un des personnages qui trouve au centre sous le logo d'Eurazeo. Quand on disait les fonds d'investissement sont des prédateurs.
Alors, ils bondissaient en disant mais c'est pas vrai du tout. On n'est pas là pour se servir et dépecer la bête. Nous, société d'investissement, on est là pour accompagner. Est-ce que tu sens vraiment une différence entre, est-ce que c'est de la sémantique de dire je ne suis pas un fonds, je suis une société d'investissement? Ou est-ce que dans la philosophie, il y a vraiment quelque chose de différent? C'est une réalité, parce que d'un fonds d'investissement, lui, utilise des fonds qui appartiennent à d'autres. Oui. Et donc, ils ont une obligation de rentabilité et de rentabilité, et donc avec des horizons de sortie qui sont prédéfinis. Donc, c'est vrai qu'un fonds d'investissement va rester 3, 4, 5 ans. Enfin, quand il a une opportunité de sortie, il l'actionne. C'est vrai que Eurazeo a un profil un peu différent. C'est une société cotée et donc n'a pas cette obligation, même si elle fonctionne à la base comme un fonds d'investissement, mais elle n'a pas cette obligation. Maintenant, encore une fois, les fonds d'investissement des années 90, c'était un petit peu des fonds prédateurs qui reprenaient des entreprises qui étaient plutôt mal en point, qui prenaient des pépites, on sort la pépite, on la vend. Qui prenaient des décisions de dépeçage de l'entreprise pour essayer de sortir une pépite et de la vendre au mieux. Les fonds d'investissement qui fonctionnent aujourd'hui, peut-être aussi grâce à des managers qui se sont imposés et qui ont pu démontrer que une entreprise, quelle que soit sa méthode de financement, son moyen de financement, c'est une entreprise comme une autre qui a besoin d'avoir ses forces vives en pleine santé. Et donc, ils ont compris que c'était un mariage un peu différent qu'il fallait mettre en place et que ce sont devenus des fonds accompagnateurs et non plus des fonds prédateurs. Est-ce que quand même, dans cette période de Duke Street, est-ce que tu as vécu un petit peu cette pression en disant nous, on a promis justement aux gens à qui on a pris de l'argent. Donc, à l'époque, c'était du 20%. Alors, c'est peut-être pas du 20%, mais la rentabilité devait être quand même presque à 2 chiffres. Est-ce que tu sentais cette pression les règles du jeu, non, parce que les règles du jeu étaient définies au départ. Donc on savait que l'objectif du fonds, c'était de sortir avec un taux de rendement sur son investissement ou un multiple de sortie. On ne va pas rentrer dans la sémantique qui soit un peu ésotérique, mais en tout cas, c'est la façon dont il fonctionne. Donc on connaît ces règles. En faisant de la croissance, on augmente la valeur de l'entreprise de façon mathématique. Donc après, il y a un marché. Donc il y a des conditions de marché. Il se trouve que lorsque Eurazeo a acheté l'entreprise, c'est une entreprise qu'on avait acheté 203 millions à son fondateur en 2003. Elle a été rachetée 380 millions 2 ans plus tard par Eurazeo. Forcément, Duke Street a fait une très belle opération. Il n'y a pas ce sentiment justement à un moment donné qu'on va regarder justement la valeur de l'entreprise. J'ai regardé un petit peu les différents niveaux de valorisation, d'avoir cette opposition entre ce que j'appelais la logique industrielle, où on sait qu'il faut un peu de temps, on va construire l'entreprise, et la logique financière qui dit là il y a des choses qu'on peut valoriser immédiatement. Oui, mais là c'est notre rôle, nous, comme de chef d'entreprise, de raconter l'histoire industrielle. De résister et de raconter une histoire industrielle. Comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai eu une vision pour ce groupe dès le départ. On a écrit l'histoire avec mon équipe de management, et d'ailleurs ça a servi dans des présentations de management pendant plusieurs années. On a écrit notre ambition, on a écrit notre volonté, on a écrit qu'on voulait être un leader en Europe, on a écrit qu'on voulait être en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Donc, et on a atteint nos objectifs. Parce que je me souviens quand tu es arrivé, on avait 4-5 000 chambres et j'avais été fixé un objectif de 14 000 chambres en 2007. C'est exactement le nombre de chambres qu'on a atteint en 2007. Donc effectivement, il y a la sanction du résultat. Mais ça, c'est la façon normale de fonctionner. Quand on a 2 actionnaires, je prends 2005, Eurazeo, Montefiore, est-ce qu'ils sont toujours d'accord entre eux? Est-ce que tu as une carte à jouer à jouer l'un contre l'autre ou jouer avec l'autre? Est-ce que c'est arrivé? Non, ça fonctionne pas comme ça. Non. Ça fonctionne pas comme ça parce que d'abord c'est pas mon style. Moi j'ai toujours fonctionné en totale transparence et la franchise dans les relations. C'est un confort qui pour moi est extrêmement important. Donc j'ai toujours eu des relations extrêmement franches et très directes avec mes actionnaires, en appliquant les mêmes règles qu'avec mes managers, en leur demandant que les mauvaises nouvelles m'arrivent plus vite que les bonnes. Et ben c'est la même transparence que j'ai eue avec mes actionnaires, en leur apportant les mauvaises nouvelles, en ayant le courage de leur apporter les mauvaises nouvelles quand il y en a, et ne pas essayer d'occulter la vérité, parce que ça n'est jamais la bonne solution. Et les deux, tu avais des bons rapports avec les 2 fonds?
j'ai eu de très bons rapports avec les deux fonds. Et comme j'ai eu de bons rapports avec Due Street, c'est des gens qui sont restés des amis. Est-ce qu'il y en a quand on a fait appel à des fonds un peu différents, est-ce qu'il y en a qui ont des spécialités un peu différentes, qui peuvent apporter quelque chose de différent? Est-ce qu'ils ont des spécialités? Par exemple, dans ce mariage entre Euraseo et Montefiore, clairement, Euraseo n'avait pas d'expérience dans les sociétés de services ni dans l'hôtellerie. Par contre, Montefiore, avec Eric Bismuth, qui est en photo ici, qui était un ancien du BCG, qui avait été un conseil d'accord, avait une expérience stratégique dans les milieux du service. Et c'est clair que c'était un apport intéressant d'expérience. Il pouvait conforter ton argumentation lorsque vous étiez en contact. Les rendez-vous, c'était quoi? Tous les 6 mois, vous avez rendez-vous? Rendez-vous mensuel pour analyser les résultats, mais après des rendez-vous stratégiques de façon formelle ou informelle, de façon ad hoc. Et ça se passe bien quand elle est au résultat? C'est comme l'écolier qui va présenter sa copie Oui, mais encore une fois, c'est dans la transparence. On a connu des années moins bonnes que d'autres. On a toujours trouvé des solutions pour atteindre nos résultats. Donc, cette période-là, elle était plutôt favorable. Les années, là, je me souviens, c'était la période où il y a eu l'effondrement de 2001, la bagarre sur les prix, une difficile remontée des prix qui avait commencé à se stabiliser vers 2006-2007. On avait retrouvé des niveaux à peu près. Est-ce que tu es dans une période, justement, c'était un peu le contexte? Là, on a beaucoup parlé de fonds, de finances, etc. Mais il ne faut pas oublier derrière qu'il y avait un projet d'entreprise. Il y a une marque qu'on a rajeunie, il y a des rénovations. Vous avez vu tout à l'heure les hôtels que l'on a aujourd'hui sur le marché. On est sans cesse en train de revoir notre portefeuille d'hôtels de façon à avoir toujours le meilleur parc d'hôtellerie économique en France et ailleurs. Alors c'est la diapo suivante. Donc, 2006. Donc 2006, alors c'est un concrétisation de ton projet. Voilà, c'est un travail qu'on a commencé à effectuer en 2004. D'abord, j'ai fait un audit complet de l'entreprise. J'ai impliqué mes équipes et les clients pour savoir exactement quelle était la définition du nouveau produit qu'on voulait mettre sur le marché. J'ai eu la chance de rencontrer un designer qui est Olivier Saguez, qui s'est intéressé aussi à ce concept de pouvoir faire du design dans l'hôtellerie économique, ce qui n'existait pas, et il a trouvé que c'était intéressant. Donc on a fait tout ce travail-là, qui est arrivé aussi à un changement de logo, parce qu'on n'a pas mis là l'ancien logo, mais ça n'avait rien à voir. Et donc un logo qui était plus expressif, enfin, qui nous paraissait plus expressif, mais en dehors du logo, parce qu'un logo c'est une signature. Et la signature, elle vient en bas de la lettre. Donc il faut d'abord avoir écrit l'histoire avant de signer. Et donc l'écriture de la lettre, c'était ce que j'ai appelé le parcours client. C'était un fil rouge où on retrouvait des codes, une cohérence dans l'ensemble de la démarche, que ce soit au moment de la réservation, du site internet, de l'arrivée dans l'hôtel, les parties communes, la qualité de l'accueil, l'arrivée à la chambre, les parkings, la signalétique, etc. Il fallait qu'il y ait une cohérence. Et cette cohérence nous a amené également, effectivement, à revoir le logo B&B et à le rajeunir, à lui donner ce qu'il est aujourd'hui. À l'époque, ça a été on était dans les tons déjà un petit peu naturels, c'est-à-dire qu'on voulait retrouver un peu, c'était la verdure, c'était le bois, ça faisait référence à des matières premières, qui étaient plus naturelles, qui allaient un peu à l'encontre de ce qu'était la construction, qui était essentiellement du béton, du ciment. Là, vous avez réussi à travailler, à déjà un petit peu changer l'image du produit. Oui, on a voulu donner une personnalité à la marque. Parce qu'encore une fois, pour moi, une marque, elle est forte que si elle est lisible par les gens qui la fréquentent. C'est pas une enseigne, c'est pas une collection d'enseignes, c'est pas une enseigne pour telle et telle catégorie de clients. C'est une marque avec ses valeurs, avec ses codes, et ça, c'est une vraie signature. Et c'est vrai que notre objectif, quand on a sorti ce logo-là, c'était aussi de démarquer de ce qui existait sur le marché, d'avoir quelque chose de différent qui sorte de l'ordinaire. Et c'est là où tu as sorti aussi le concept d'écono-chic. Voilà. Pour moi, écono-chic, ça définissait bien ce que l'on mettait en place sur le marché. C'était une rupture. C'était à la fois on restait dans ce qui était notre ADN, c'est-à-dire une hôtellerie abordable, mais ce côté chic, ce côté valorisant pour le client. On arrête la pauperisation, on arrête de dire je vais chez B&B parce que je peux pas faire un peu par défaut parce que j'ai pas les moyens. Voilà. On y va parce qu'on a envie d'y aller, on y va parce qu'on est conscient d'avoir fait la bonne affaire, d'avoir été malin. C'était le début de ce mouvement de dire, en fait, on va plutôt valoriser auprès de ses amis le fait d'avoir bien acheté, d'avoir bien dépensé son argent, et c'était le concept de l'atout d'une grande dans la voiture, etc.
Et après, chaîne qui monte. La petite chaîne qui monte. On a vu un petit peu suivre ça. Alors, je ne sais pas si exactement c'était dans l'esprit, mais Campanile, après, a suivi un petit peu la même chose en disant, en faisant des campagnes de publicité sur le thème. En fait, je suis attaché à mon produit. J'essaie de développer une relation presque personnelle, affective, bien sûr. Ce qui n'était pas possible avant. Est-ce que c'est difficile avant ? C'était pas forcément difficile avant, mais c'est pas forcément la perception de ceux qui ont mis leurs produits sur le marché. Leur volonté, c'était de mettre de l'hôtellerie économique pas chère sur le marché, mais sans aller au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'on restait dans le pur low cost. Et donc le low cost avec ce que ça a aussi au niveau de l'image de pas très valorisant, quoi. Qu'est-ce que ça a produit comme effet auprès de l'ensemble, je dirais, du personnel ? Est-ce que tout d'un coup, ils se sont sentis un petit peu transformés qu'on les fasse travailler dans ce type de produit ? D'abord, restaurer. on les a impliqués. Oui. On est allé très loin dans l'implication des collaborateurs, parce qu'on a même impliqué les femmes de ménage. Parce que lorsque vous changez une chambre d'hôtel, c'est très facile d'inventer un nouveau lit, d'inventer un mobilier quelconque. Mais parce qu'on restait quand même dans notre domaine, qui était l'hôtellerie économique. Donc il fallait que ce soit aussi efficient d'un point de vue opérationnel. Donc c'était important d'impliquer les femmes de ménage pour qu'elles nous disent, nous, voilà, si vous nous faites des lits comme ça, c'est trop bas, c'est trop haut, ça nous embête de travailler dans ces conditions. Et de les impliquer, ça les a rendus aussi, elles se sont appropriées le projet. Enfin, il ou elle d'ailleurs. Et tout l'ensemble des équipes se sont appropriés le projet. Donc le produit qui est sorti, c'était pas le produit qui était le fruit de la réflexion d'un dirigeant, c'était le produit qui était le fruit de la réflexion d'une équipe entière et qui avait la fierté de mettre à la disposition de ses clients ce projet. Et ça, tu as réussi à le faire passer à des agences de conceptualisation, des agences de design. En général, on voit toujours là aussi la caricature du designer qui a une idée fabuleuse, qui va essayer de la vendre, il va trouver le logo, qui est un peu aussi possessif de son idée. Oui, mais là, on aurait bien dit vous êtes des consultants et donc vous êtes consultés, mais c'est pas vous qui dirigez, c'est pas vous qui allez commander alors vous avez des idées, c'est très bien, mais par contre c'est nous qui avons, voilà. Mais on s'est très vite retrouvé avec eux. Il y avait aussi cette volonté, et puis je crois que naturellement, ils se sont retrouvés impliqués dans ce projet et c'est devenu un projet commun. Donc, il y a eu une culture assez unique de la mise en place de ce projet. Et on a aussi impliqué les clients. Lorsqu'on a fait, parce que lorsque vous changez un concept hôtelier, vous avez déjà une petite centaine d'hôtels. Il n'y a pas un coup de baguette magique, vous avez d'un seul coup 100 hôtels qui passent du jour au lendemain sur les nouvelles couleurs. Donc il a fallu c'est un mouvement. C'était un mouvement qui a duré 2 ans. En plus, on a racheté Village Hôtel derrière, qui avait ses propres codes et qu'il a fallu intégrer dans le mouvement. Donc ça a pris du temps, mais on impliquait nos clients dans le processus. Donc on avait des panneaux dans chaque hôtel en disant on est en train de faire des rénovations. Voilà, on en a rénové à aujourd'hui, on en a rénové 50 et voilà la liste des 40 prochains et donc il y avait cette espèce d'échange entre les clients et les gérants en disant mais toi quand est-ce que tu vas être rénové, etc. Donc alors que disait Euraseo de tout ça en disant oh là là, ça coûte trop cher, non, parce qu'on leur a prouvé que d'abord, tu parlais tout à l'heure des conditions économiques d'une certaine période, de la crise qui a fait que le marché s'est écroulé. Nous, pendant ce temps-là, on n'a pas diminué nos performances parce que les clients ont tout de suite épousé ce concept et on a gagné des parts de marché et on a passé cette période économique difficile sans je me souviens à l'époque, quand on parlait des résultats, la plupart des groupes disaient on a maintenu à peu près notre chiffre d'affaires, on a maintenu nos résultats. Tu disais non, moi j'ai progressé de 5, 6, 7, 8%. Oui, c'est vrai. Oui. Et tu avais le sentiment d'avoir récupéré. Et je pense que le timing du lancement de ce concept a été aussi alors il y a un facteur chance, on l'a lancé juste un petit peu avant cette crise, mais le fait qu'on ait bousculé les codes et qu'on ait attiré une clientèle nouvelle et qu'on ait gagné des parts de marché nous a aidé à passer cette période difficile. Est-ce que là, on était déjà entre la France essentiellement concernée, la partie internationalisation, elle se passait en même temps, de façon parallèle ? Elle était en parallèle. En fait, il y a 2 décisions, il y a 3 décisions importantes qui ont été prises dans les 2-3 premières années. La première, ça a été effectivement de revoir le concept pour en faire un concept moderne et chic. La deuxième décision, ça a été de maintenir notre système de gérants mandataires qui font qu'on a des entrepreneurs à tout niveau de l'entreprise et donc des gens qui vendent leur hôtel et qui personnalisent l'accueil avec leurs clients. On peut s'arrêter 5 minutes sur ce... Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion
de gérant mandataire. On va expliquer en 2 mots, qu'est-ce que c'est qu'un gérant mandataire? Un gérant mandataire, c'est quelqu'un qui gère l'hôtel pour notre compte. En général, c'est un couple qui crée sa propre société. Et donc, ils ont une commission sur le chiffre d'affaires de l'hôtel pour gérer l'hôtel pour notre compte. Donc, ce ne sont pas des salariés. Et à l'époque, il y a eu un certain nombre de gens qui avaient créé, qui avaient créé leur petite société pour gérer un établissement, qui malheureusement, soit n'avaient pas le dynamisme, soit n'étaient pas positionnés, ont été conduits à un peu, on va dire, la faillite de leur petite entreprise. Et à un moment donné, ils se sont retournés vers les chaînes hôtelières en disant, mais finalement, on veut être reclassé, reclarifié en salarié. Oui. Tu as été un des pionniers de ce combat, entre guillemets, de dire vous n'êtes pas compris. Et surtout, à une époque, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas justement la mauvaise formule? Les chaînes hôtelières qui étaient impliquées là-dedans se sont dit, on s'est peut-être trompé. Effectivement, on va abandonner, et certains l'ont abandonné. Toi, au contraire, tu es resté assez catégorique en disant non, oui, moi j'y crois. Parce que d'abord, j'ai très vite compris, lorsque j'ai fait mes tours des hôtels, qu'il y avait une vraie différenciation dans la qualité de l'accueil et la personnalisation de l'accueil auprès des clients, et que c'était un élément essentiel de notre stratégie. Et donc il fallait intégrer ce phénomène, c'est-à-dire on ne le faisait pas par opportunité, il ne fallait pas le faire par opportunité financière. Voilà. Parce que si effectivement on le fait par opportunité financière... C'était pas une façon simplifiée de dire démerdez-vous, ça coûte trop cher. D'abord, on a des codes de conduite et de management qui sont les mêmes que ceux qu'on aurait avec des salariés, donc on mélange les genres. Nous, on les a vraiment traités comme des entrepreneurs. On a intégré ça dans notre stratégie, on a créé des comités paritaires, on a créé des plateformes d'échange avec eux pour les responsabiliser. On a dû faire des choix aussi sur certains d'entre eux parce que certains d'entre eux n'avaient pas le profil requis pour devenir des chefs d'entreprise. Et donc, on a fait cette évolution, mais pas cette révolution. On a donné des conditions financières qui étaient bonnes, et donc avec cet incentive sur le résultat, et donc on a maintenu ce cap. Et aujourd'hui, effectivement, on l'a non seulement en France, mais on l'a partout sur nos réseaux, en Allemagne, en Italie. Alors, j'en reviens un peu à ces qualités peut-être de Breton. Alors que tout le monde voulait laisser tomber, toi, tu as été entre guillemets emmerdé pendant des années avec des procès, devoir aller défendre la cause, etc. Tu as toujours été persuadé, tu avais cette conviction en disant non, j'y crois, et malgré ces différents tracas, malgré peut-être l'avis des actionnaires de dire vous êtes sûr, vous voulez vous embarquer dans cette histoire, toi tu as cru. Oui, on y a cru parce qu'on avait des éléments pour pouvoir défendre notre cause. D'ailleurs, on l'a fait, à tel point que pour tous ceux qui, juste pour la petite histoire, mais tous ceux qui avaient fait ces poursuites dans les années 2000, au moment où je suis arrivé, les procès ont duré 10 ans. Et au bout de 10 ans, même dans le cas des contrats qui ont été requalifiés, quand il a fallu calculer les indemnités qui leur auraient été dues, l'expert du tribunal, quand il a fait son travail, il s'est aperçu qu'ils avaient gagné plus d'argent en tant que gérant mandataire que ce qu'ils auraient gagné en tant que salariés. Et donc ça a été la fin du débat. Donc ces gens-là n'ont rien touché. Et ça a éteint les velléités de certains de vouloir repartir dans ce type de situation. Mais je voudrais m'arrêter un petit moment sur le processus. Sur cette conviction que tu obtiens, comment tu arrives à te la forger ? Est-ce que, alors on a discuté un petit peu, est-ce que tu as ton petit groupe, ta petite équipe restreinte autour de toi avec qui vous allez phosphorer de temps en temps, ou est-ce qu'il y a vraiment un cheminement de dire j'observe, je regarde, je suis curieux, je regarde ce qui se passe, j'ouvre mes œillères. Comment tu arrives à te forger cette quasi-certitude et se dire c'est une certitude, je dois y aller? Cette quasi-certitude, d'abord, elle part de ce que je viens d'expliquer avant, c'est-à-dire que j'étais fortement convaincu qu'il y avait une valeur ajoutée à avoir cette organisation managériale dans l'entreprise. Après, bien entendu, il faut discuter avec des spécialistes, avec des avocats, avec des spécialistes de la loi du Code du travail, etc., pour bien border le système. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Comment doit-on se comporter? Et donc j'ai des équipes qui ont travaillé, des équipes des services juridiques, etc., qui ont travaillé sur un contrat de gérance mandat qu'on a complètement revu par rapport à ce qui existait à l'origine pour faire en sorte qu'il soit le moins contestable possible en cas de problème. Donc il y a un vrai travail aussi de construction, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, il a fallu que ce système de gestion soit intégré dans la stratégie de l'entreprise. Donc ça veut dire des contrats qui sont adaptés, ça veut dire aussi un mode de rémunération, d'incentive des gérants mandataires qui soit valorisant. Ça veut dire aussi de les impliquer dans les décisions de l'entreprise, donc d'où ces comités paritaires, d'où ces commissions de travail qu'on a avec eux. C'est-à-dire qu'on en fait des vrais acteurs du groupe mais des partenaires, des vrais partenaires
partenaires du Et on groupe. disait que c'est souvent un marchepied pour qu'eux-mêmes, à un moment donné, lorsqu'ils ont atteint une certaine, on va dire, ampleur, une certaine expérience, Oui, bien ils se sûr. lancent dans l'hôtellerie vraiment à ce On a moment-là. des vraies réussites, et d'ailleurs je pense que c'est pas dévoiler des secrets de dire qu'on va commencer une campagne. Bon, déjà on a commencé avec une campagne où on a valorisé les passions de nos hôteliers. Nos hôteliers sont des gens formidables, mais on va mettre en exergue des vraies histoires de réussite sociale de nos gérants. On a des couples qui ont démarré gouvernantes, femmes de ménage, et puis réceptionnistes, et qui ont fini gérants mandataires et qui ont maintenant leur hôtel. Ils ont mis suffisamment d'argent de côté pour construire leur hôtel, et c'était naturel pour eux que cet hôtel soit en franchisé. Alors, quand on parle beaucoup de start-up dans la technologie, est-ce qu'on pourrait d'une certaine façon considérer que c'est un peu une forme de start-up dans l'hôtellerie? Oui, parce que c'est une chance de pouvoir gérer une affaire sans forcément prendre de risques financiers à la base, parce qu'on ne leur demande pas d'investir. Donc ils ont la possibilité, s'ils le font intelligemment, de mettre de l'argent de côté, de se construire une belle affaire sans avoir eu à investir de capital au début. Et donc quand on est jeune et qu'on démarre, c'est extraordinaire. Est-ce que tu recommanderais à des étudiants qui ont un peu d'expérience de se lancer dans ce type d'aventure, ou est-ce qu'il faut attendre un peu? Alors après, il faut un peu comprendre les rouages du métier, mais c'est pas très compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des... Alors souvent, ce sont des gens qui ont envie de travailler en couple aussi. Hein. C'est un petit peu j'allais pas dire le critère, mais en tout cas c'est un atout particulier, des gens qui ont envie de travailler en couple et d'avoir leur affaire en couple. Et c'est très clair qu'aujourd'hui on a d'anciens clients, on a des jeunes qui se lancent dans cette aventure, et puis avec l'objectif d'avoir leur propre affaire à terme, mais ils ont envie d'être entrepreneurs. Aujourd'hui ils n'ont pas les moyens financiers de l'être, et plutôt que de se lancer dans des endettements un peu compliqués, ils prennent cette formule-là, qui peut être une formule de transition, mais une formule tremplin pour pouvoir faire autre chose plus tard. Si on est très pratico-pratique, on crée une SARL, on crée... Les seuls frais qu'ils ont, c'est de créer leur SARL, et puis nous convaincre par leurs projets hôteliers qui sont à même de rejoindre notre groupe. Si on prend les ouvertures, tu dis une ouverture d'un hôtel par semaine, il y en a combien qui sont sous ce statut? Aujourd'hui, en France, 90%. Oui. 100% en Allemagne. Donc chaque fois que tu fais une ouverture, c'est une opportunité pour un couple de devenir gérant mandataire. Oui. Puis à une époque, on avait des critères selon la taille de l'hôtel. Aujourd'hui, on n'a plus ces critères-là. Donc on a notre hôtel de 260 chambres de la Porte de Vanves, il est sous contrat. Si certains veulent se lancer dans l'aventure, vous voyez, vous pouvez devenir gérant mandataire. C'est un marchepied pour l'entreprise. Une étape importante, on en a parlé un petit peu, 2007. Ce monsieur, c'est Alain Jacquier. Alain Jacquier, la famille Jacquier. Pour ceux qui sont bourguignons et dijonnais, ils doivent savoir ce que c'est que la famille Jacquier, qui est l'institution dijonnaise, propriétaire, fondateur aussi d'une chaîne Village Hôtel. Oui. Que tu avais déjà regardé, que tu avais repéré. Oui, lorsque j'ai passé ces 3 premiers mois sur la route, j'ai dormi dans des villages hôtels, et j'ai trouvé que c'était le concept qui était le plus proche du nôtre. D'abord parce qu'il avait ce concept de gestion avec des gérants mandataires également. Et puis l'idée était la même. Alors pour la petite histoire, c'est assez marrant parce que Alain Jacquier comme François Branellec, dont vous avez vu la photo tout à l'heure, sont des hommes d'affaires qui étaient tous les deux franchisés Accor, qui ont tous les deux lancé en 1990 leur chaîne d'hôtels dans l'hôtellerie économique au même âge, à 50 ans, parce qu'il n'y a que juste 3 ou 4 mois de différence d'âge entre les deux. Et ils ne s'étaient jamais rencontrés. Je les ai fait rencontrer la première fois lorsqu'on avait fêté les 20 ans du groupe en 2010. Et donc ils ne s'étaient jamais rencontrés alors qu'ils ont une histoire très, très commune. Ça a été facile de les approcher pour leur dire regardez ce que j'ai fait. Un Breton qui doit convaincre un Bourguignon, c'est jamais très facile. Mais non, qu'est-ce que tu lui as raconté comme histoire? Moi, je leur ai dit au début, alors l'approche s'est faite, c'est comme un flirt, on apprend à se connaître, on y va doucement. Mais je leur ai raconté l'histoire de B&B, je leur ai dit voilà, nous on a fait un développement dans l'Ouest, on est adossé à Euraseo à l'époque qui a les poches profondes pour assurer du développement. Vous avez démarré dans l'Est. Si on regarde nos réseaux aujourd'hui, à quelques exceptions près, ils sont très complémentaires. Si on regarde la concurrence aujourd'hui, qui est Louvre Hôtel, qui est Accor, c'est très clair que si on veut être un acteur significatif demain, plutôt que de continuer à se développer, moi chez vous et vous chez moi, on a plutôt intérêt à faire quelque chose ensemble. Il y a certainement une opportunité. Donc on a commencé nos discussions comme ça et on a fini de gré à gré par les convaincre de racheter leur entreprise. Alors le mariage de deux entreprises qui se ressemblent,
on va dire, dans l'histoire, veut dire aussi qu'ils ont chacun développé une culture d'entreprise. Je ne sais pas si la culture au sein de Village Hôtel était aussi forte que la culture chez B&B. C'est pas évident. Non, c'est vrai que ça rajoutait un challenge à ceux qu'on avait déjà sur notre assiette, qui était de marier, enfin d'unir, d'intégrer une entreprise qui était la moitié de la taille de la nôtre, avec les difficultés sociales qu'il peut y avoir à mettre deux entreprises ensemble. Donc on a essayé de gérer ça le plus intelligemment possible. Et c'est vrai qu'on n'a eu absolument aucun dégât social dans ce mariage. Que forcément, au début, il y avait une culture, les anciens villages hôtels et les anciens B&B. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a fallu combattre pour essayer de leur vendre un projet commun. Et le temps fait son œuvre. Et donc, c'est vrai qu'au bout de 2-3 ans, on a réussi à éteindre alors on n'éteint jamais les racines, parce que d'abord c'est pas un objectif, on doit être fier de ces racines, mais on a réussi à fédérer l'ensemble des deux groupes sur un objectif commun, et aujourd'hui ils sont tous bien. Et les Jacquiers sont restés minoritaires à un moment donné. Alors ils sont restés avec Euraseo, parce qu'une partie du prix de vente a été transformé en actions dans le groupe, donc ils sont restés actionnaires. Mais c'était un choix de leur part de dire on veut garder encore un pied. Oui, ils avaient envie de participer à l'aventure. Donc j'ai d'excellents rapports avec bon signe, le fils d'Alain Jacquier, Patrick. Et donc Patrick est resté à notre conseil d'administration du temps d'Euraseo. Il est revenu au conseil d'administration du temps de Carlyle. Et il est encore membre de notre conseil d'administration aujourd'hui. Est-ce que ça a vraiment été une étape? Est-ce qu'à un moment donné, tu as changé de dimension? Et comment c'est vécu? Parce qu'on sait que le passage d'un seuil, c'est souvent un moment un peu délicat. Oui. On n'est pas forcément formaté pour aller au stade suivant. Comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est passé du mieux possible, parce que je pense qu'effectivement ça nous a aidé comme je disais tout à l'heure, à remplir cet objectif de 14 000 chambres en 2007, et c'est exactement le nombre de chambres qu'on a atteint à la fois par notre développement organique et puis le mariage avec Village Hôtel. Il y avait aussi ce challenge comme on était dans le processus de lancer notre nouveau concept avec notre nouveau logo, de changer l'image de Village Hôtel, parce que très vite j'ai dit je veux pas faire cohabiter deux marques. Non. On va se concentrer sur une seule marque, donc il a fallu qu'on fasse une rénovation à minima de tous les villages hôtels pour les faire ressembler à des B&B. Des gens étaient attachés à Village Hôtel, ou est-ce que finalement ils avaient... Oui, c'est vrai que pendant une période, on a eu un petit creux de taux d'occupation, parce que les clients Village Hôtel qui venaient chez B&B, ils ne retrouvaient pas leurs produits, et les clients B&B qui allaient chez Village Hôtel, ils n'avaient pas leurs produits non plus. Donc, il a fallu... Tu as eu une période de flottement? Il y a eu une période de flottement qui a duré à peu près 1 an, et quand on a fait ces rénovations communes aux deux, finalement les clients Village Hôtel n'ont pas trouvé d'équivalent sur le marché, donc sont revenus, et les clients B&B qui nous avaient boudé un petit peu sont revenus aussi, donc tout ça est rentré dans l'ordre. Est-ce qu'à cette époque, tu as le sentiment que tu rentrais un peu dans la cour des grands? Alors je caricature à l'extrême, mais on regardait toujours avec un œil un peu condescendant le petit groupe B&B qui était le 3e ou 4e acteur français. Les autres, les 2 grands acteurs, Louvre Hôtel et Accor, disaient oui, bon, ça va, ils sont gentils. Mais on te parlait presque comme le 3e au bout de la table, quoi. Oui, mais ça me faisait plutôt sourire. Ouais. Ce qui me faisait sourire surtout, c'était cette condescendance, et sa méconnaissance. Mais tu l'as senti, cette condescendance? Oui, non, mais j'ai des exemples précis où on me disait oui, bon, B&B c'est une 30aine d'hôtels. C'est-à-dire que quand tu as un grand concurrent, alors que tu as déjà 140 hôtels et qui pense que tu n'en as que 30, ça te donne une idée de la méconnaissance de la concurrence que ces gens-là peuvent avoir à un moment donné. Donc tu l'as pas senti comme une vexation, mais non, plutôt pas comme... du tout. Mais je peux te citer un exemple sans donner de nom, mais il y a encore 1 an, quelqu'un m'a félicité pour nos résultats en Allemagne, et nous dit oui, tu as combien d'hôtels maintenant en Allemagne? Tu en as 40. On a plus de 100 hôtels. Ça prête à sourire plutôt. Moi, ça m'a jamais vexé qu'on mésestime. Au contraire, ça me permettait de grandir dans l'ombre. Parce que c'est vivons heureux, vivons cachés. Absolument. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même, il faut s'imposer aussi. Est-ce que tu as pas eu quand je disais le seul reproche que j'ai entendu, c'était
ta relative modestie. C'est cette non-volonté de s'imposer, peut-être de taper sur la table à un moment donné. Oui, mais j'allais dire de péter plus haut que son cul. Franchement, c'est-à-dire de dire à un moment donné, bon, j'existe. Et t'as pas juste cette volonté à dire, j'existe, regardez-moi, je suis là. Je n'ai aucune volonté d'être reconnu par la profession. Ouais. Ça peut être mal pris, mais c'est pas mon objectif. Ça peut être une erreur aussi de pas... Peut-être, mais à la limite, la reconnaissance, ça ne sera que la conséquence d'un certain succès. Du travail. Donc ça peut arriver, mais c'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est de remplir mes hôtels. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être reconnu par mes clients. C'est que les clients vont chez B&B parce qu'ils ont toujours l'impression de faire l'achat malin, et nos taux d'occupation sont là pour le prouver, et nos résultats. Donc voilà, pour moi, le succès, ce sont les clients qui nous fréquentent. D'être reconnu par la profession, franchement, ça m'est complètement égal. Et même à cette époque-là, on ne s'est pas dit « Ah, tiens, merde, on ne l'a pas vu venir. C'est Accor qui aurait dû racheter Village Hôtel, c'est Louvre-Hôtel qui aurait dû acheter Village Hôtel. » Tu les as pris par surprise? Ils te l'ont dit après ou non? Peut-être parce qu'effectivement, c'est des opérations qu'on a fait de gré à gré, comme l'opération qu'on a fait en Espagne, parce que pour moi, mon rôle, c'était d'identifier des cibles sur le marché, de rentrer en contact avec ces gens-là, de les convaincre qu'on avait un projet, de les convaincre qu'on avait une ambition. Lorsqu'on a racheté Sidormé en 2016 en Espagne, qui était un groupe de 15 hôtels en Espagne, c'est des gens que je fréquentais depuis 2004. Je connaissais le dirigeant fondateur depuis 2004, mais c'était des relations que j'avais entretenues avec eux. Et donc, ça a été naturel à un moment, quand ils ont acquis une certaine taille et qu'ils ont été convaincus par notre projet, on les a rachetés sans que ce soit connu par la concurrence. Donc voilà, c'est une certaine façon de fonctionner, peut-être qui est un peu atypique, mais... Au bout du compte, ça paye, finalement. Oui. Encore une fois, mon ambition, c'est de reconnu, par mes clients, par mes actionnaires, parce que les résultats sont là. En plus, je suis actionnaire moi-même, donc ça me permet d'avoir une certaine reconnaissance personnelle. Et puis après, pour les autres... c'est leur problème, c'est pas le mien. Alors on parlait de l'Allemagne. Est-ce que c'est à peu près à cette époque-là que tu as commencé à vouloir renforcer la présence en Allemagne? Il y a eu cet accord qui avait été fait avec Tank und Rast, un groupe. C'est à peu près à cette période-là? Oui, ça a été une opportunité qui finalement s'en est pas avérée une. Donc quand on parle aussi qu'on peut faire des erreurs, on a cru qu'il y avait une grosse opportunité avec ce réseau de stations-service en Allemagne et qui voulait monter une chaîne d'hôtels sur les aires d'autoroute. Ça a prouvé que ça ne fonctionnait pas et qu'on était avec une organisation qui était très différente de la nôtre, qui était très administrative. Et donc, on a toujours 9 hôtels avec eux, mais c'est un partenariat qu'on n'a pas. On peut parler un peu de stratégie. On sait qu'à un moment donné, dans l'effet de réseau, il y a forcément un effet de masse critique, de seuil critique. C'est sûr, presque 300 hôtels bientôt en France, plus de 100 en Allemagne. On commence à parler de taille critique. Quand on n'en a que quelques-uns. Alors en Espagne, c'est combien maintenant? Une trentaine, quarantaine? 35. 35. Alors, quand tu vas dans un pays, est-ce que c'est de façon anecdotique ou tu dis je dois aussi atteindre cette taille critique? Là, ça fait partie justement des. Tu parlais tout à l'heure de convaincre les actionnaires. C'est là que c'est un peu compliqué. Je vois que quand je suis arrivé dans la chaîne, on avait 6 hôtels en Allemagne qui étaient très éparpillés sur le territoire national, donc il n'y avait aucun effet de chaîne. Donc c'était 6 hôtels indépendants et on perdait de l'argent. Donc c'est vrai que mes actionnaires ont mis beaucoup de pression pour que je vende ces 6 hôtels en disant on n'a pas de temps à perdre. Et encore là, avec ces 6 hôtels. On a 100 hôtels en France, il y a un terrain de jeu qui est énorme, c'est un marché qu'on connaît, un business model qu'on connaît, pourquoi s'embêter à aller en Allemagne? Donc j'ai résisté parce que j'ai fait faire une étude de marché en Allemagne. Pour moi, l'hôtellerie de chaîne dans le segment domestique, elle est sous-pénétrée. Donc le marché allemand, de Motel 6 après, le marché allemand était exactement dans ce cadre-là. Il fallait simplement revoir la stratégie en Allemagne. Donc j'ai mis un vrai patron en Allemagne et donc on s'est reconcentré sur la ceinture ouest de l'Allemagne et sur la zone de Munich pour pouvoir créer justement cette taille critique. Et puis le reste, c'est de l'histoire. Et maintenant, nos actionnaires nous embrassent presque sur la bouche d'avoir conservé l'Allemagne parce que c'est le pays le plus profitable. Et tout le monde veut aller en Allemagne aujourd'hui. Mais on a, nous, atteint la taille critique. Donc ça a été la même chose en Italie, ça a été la même chose en Espagne. Alors on dit en Italie, c'est un marché où il y a énormément d'hôtellerie indépendante. Les chaînes pénètrent assez peu. Alors on se dit, si on est optimiste, c'est un formidable potentiel de croissance. Si on est pessimiste, si tout le monde s'est cassé la figure, c'est même pas la peine d'y aller. Toi, tu veux y aller? Oui, on y est. On a 35 hôtels en Italie et ça marche très bien. C'est très profitable parce que c'est vrai que
Et ce sont des nouveaux produits où là, on est un peu dans l'évolution, tu vas aussi Non, mais prendre... d'abord, il y a une analyse du marché. Ouais. Si on analyse le marché, Accor n'a jamais eu un grand succès en Italie sur l'hôtellerie économique. Mais quand on analyse le pourquoi, j'ai eu de la chance de travailler dans une filiale d'Accor avant, et c'est tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait un patron chez Accor qui venait des tickets restaurants en Italie, qui faisait beaucoup de profits, et à qui on a fait faire de l'hôtellerie, mais ce n'était pas son vrai métier de faire de l'hôtellerie. Et c'est plus valorisant de faire des Sofitel que de faire des Ibis et des étapes hôtels. Donc on en a fait très peu, et puis en plus, c'est vrai que de construire des hôtels neufs en Italie, c'est extrêmement compliqué parce que on n'apprendra rien à personne de dire que l'Italie c'est un marché, il y a de la corruption, et donc dès qu'on rentre dans les permis de construire, dans les autorisations municipales, etc., c'est très compliqué. Et ça, un Breton, ça a du mal à accepter. Nous, on a choisi une autre stratégie de développement, c'est-à-dire qu'on ne reprend en Italie que des actifs existants à des propriétaires. Et on a toutes sortes de propriétaires. On a des propriétaires hôteliers qui nous vendent, qui nous cèdent leur hôtel. Ils en restent propriétaires des murs. On finance la rénovation de leurs hôtels. On fait un bail sur 20 ans. On amortit les travaux sur 20 ans. Et donc, on leur paye un loyer diminué de ces amortissements. Eux n'ont pas de cash à sortir. Ils n'ont plus d'opérations à s'occuper. Et ils ont un actif immobilier qui prend de la valeur. On a fait cette opération sur des immeubles de bureaux. On a même convaincu comment dirais-je, des bonnes sœurs de nous vendre des couvents qu'on a transformés en hôtels, et elles sont restées propriétaires. Donc voilà comment on fait en Italie, et ça marche. Donc on ne rentre pas dans ces arcanes des négociations municipales de construction, de permis de construire. On ne prend que des actifs existants et on les transforme. C'est-à-dire qu'il faut être pragmatique. Oui. On a beau avoir une feuille de route. Il faut être proche de son marché, proche du terrain. Ouais. Et chaque marché peut être différent. Oui, bien sûr. Et c'est là où tu n'y vas pas avec la certitude française. Tu dis, il faut que j'ai quelqu'un qui va m'expliquer. Ça aussi, comment c'est une vraie différence. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire qu'on fait du patinage artistique chez B&B, c'est-à-dire qu'il y a les figures imposées et les figures libres. Les figures imposées, c'est un modèle économique, c'est un certain état d'esprit, c'est que du chambre et petit déjeuner, pas de restauration, etc. Les figures libres, c'est un design qui doit s'adapter à chaque pays, c'est-à-dire de responsabiliser mes patrons de pays sur ce qu'ils font. Donc ça devient leur produit, ils s'approprient leur produit, et donc même sans risque de perdre un petit peu l'identité au passage. Il n'y a pas de perte d'identité, parce que l'hôtellerie économique s'adresse essentiellement à un marché domestique. Donc il faut être italien en Italie, il faut plaire aux Italiens en Italie, il faut plaire aux Allemands en Allemagne, il faut plaire aux Français en France et aux Espagnols en Espagne. Si tu exportes à l'identique un produit français en Pologne ou ailleurs, tu vas te retrouver à mettre en place des standards dont les Polonais n'ont pas besoin. Donc on se retrouve avec des coûts supplémentaires, on se retrouve avec une lourdeur administrative, et on déresponsabilise les équipes. Alors que nous, on a pris ce contre-pied de dire, voilà le concept, maintenant les gars, mon ami italien, démerde-toi, crée la chaîne en Italie, mon ami espagnol fait la même chose. Et la Pologne, c'est un pays où tu n'as pas souhaité aller, parce qu'il était déjà... on y est. Mais on a 8 hôtels. 8. Mais compte tenu de la bagarre, parce que tous les premiers groupes économiques sont jetés sur la Pologne. Oui, mais c'est vrai que le développement est plus lent en Pologne, parce que d'abord on n'est pas dans la zone euro, donc pour trouver des financements c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que l'administration polonaise est encore très lente, très compliquée, donc il faut beaucoup de temps pour accoucher d'un hôtel. Mais c'est un marché auquel nous croyons. On a d'excellentes performances en Pologne, et l'Europe centrale au sens large est un objectif pour nous. On va avoir des hôtels, on a un hôtel à Prague, on en aura un deuxième, on ouvre un hôtel à Ljubljana, on regarde des capitales d'Europe centrale de façon très attentive. Et que dit, alors je reviens à mon Euraseo et Montefiore, qu'est-ce qu'il disait à cette époque-là? Il te dit c'est bon, allez-y, continuez, c'est génial, ça marche. Je leur ai prouvé qu'en Allemagne ça marchait, donc quand tu leur as prouvé qu'en Allemagne ça marche, c'est plus facile d'aller leur vendre l'Italie, et puis ainsi de suite. Donc à chaque fois on leur a dit laissez-nous une chance d'y aller. Et c'est vrai que le dernier exemple, tu parlais de la Pologne au début. Carlyle me disait mais qu'est-ce que tu vas foutre en Pologne, t'embêtes pas avec ça. Et aujourd'hui ils reconnaissent que ils ont fini par reconnaître que c'était un bon marché. Alors on y arrive, Carlyle. Oui. 3e fonds d'investissement. Oui. On recommence tout. Est-ce que tu as pris l'habitude justement de discuter? Ils t'avaient prévenu un petit peu, les gens d'Euraseo, on dit bah, ça y est, on arrive à la sortie. Le changement pour Carlyle marque un moment qui a été un peu clé et qui m'a mis beaucoup de pression. C'est un moment où l'actionnaire Euraseo choisit pour nous racheter un fonds d'investissement avec lequel je n'avais pas envie de travailler. Ah oui. Donc, bras de fer. Petite bagarre. Voilà, petite bagarre.
Et puis, finalement, je leur ai dit, écoutez, c'est très simple. Si vous faites ce deal avec ce fonds, c'est sans moi. Ouais. Donc, ils m'ont dit, non, tu peux pas faire ça. Si, je peux faire ça. Donc, et puis, Parce que là, ils ont conscience quand même, ils ont un outil industriel entre les mains, que certes, il y a des actifs, il y a de la finance, mais l'outil industriel, il fonctionne quand même avec des hommes, oui. avec une énergie, une volonté. Oui. Et donc, là, on peut les convaincre. Ce ne sont pas ces personnages froids et calculateurs. Non, mais je pense qu'il faut se mettre dans l'idée qu'effectivement, un fonds d'investissement est quelqu'un qui est là pour accompagner. Donc, la qualité de la relation avec le fonds est essentielle pour la réussite de l'entreprise. Donc, on ne peut pas faire marcher une entreprise si on n'est pas en parfaite harmonie avec ses actionnaires. C'est impossible. Donc c'était pour moi important d'avoir des partenaires avec qui j'avais confiance. Qu'est-ce qui ne te plaisait pas dans la qualité ou dans le fonds avec lequel tu ne voulais pas travailler? Est-ce que c'est une question de méthode de travail? C'était une question d'expérience passée avec d'autres entreprises? Oui, c'était une question d'attitude des patrons de ce fonds-là qui clairement exprimaient publiquement que pour eux, le management, c'était une commodité. Ouais. Donc, pour eux, le management d'une entreprise, c'était secondaire. Donc pour moi, c'était pas. Alors peut-être que dans d'autres entreprises, ça peut marcher, mais c'était pas ma conviction, et donc je me voyais mal épouser cette philosophie. Si toi, tu dis, je veux travailler avec des gens, je veux avoir en face de moi des gens qui savent prendre des décisions. Oui, qui peuvent prendre des décisions. Oui, puis des gens avec qui je me sens en confiance. Donc, on a souvent des décisions importantes à prendre, d'investissement. C'est souvent des gros montants. Ça peut être des acquisitions, ça peut être des développements stratégiques, ça peut être des décisions de management. Donc, il faut vraiment travailler en confiance. Pour moi, c'est essentiel. Il faut travailler en équipe. Est-ce que on peut parler de légitimité? C'est-à-dire que tu peux mettre sur la table ta légitimité. Est-ce que ça compte dans ce rapport de après force? quasiment 15 ans, on ne peut pas parler on est obligé de parler de légitimité, oui, bien sûr. Et ça compte dans le rapport. Est-ce qu'il y a vraiment des notions de rapport de force? Assez peu, il y en a très peu de rapports de force en fait. On arrive très vite à être d'accord avec des gens intelligents, et dans ces fonds, ce sont des gens brillants, ce sont des gens intelligents. On arrive forcément à se mettre d'accord. J'ai rarement il y a eu ce petit conflit de sortie, mais parce que c'est normal, parce que le fonds voulait le vendre au plus offrant. Donc pour moi, j'ai pas laissé faire cette option. J'ai demandé à Carlyle de faire des efforts, de se rapprocher de l'offre qui était faite par un concurrent, et puis comme ça, tout le monde était satisfait. Est-ce que d'une certaine façon, dans l'exemple qu'on vit avec Carlyle ou peut-être d'autres, est-ce que c'est toi qui peux proposer à celui qui va sortir, celui qui va rentrer? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ils vont t'écouter, ils vont dire oui, d'accord, à ce moment-là. Oui. Il y a même eu une période où j'avais essayé de monter moi un tour de table pour reprendre le contrôle de l'entreprise. Et je le faisais en accord avec mon actionnaire qui m'a dit « Ok, on te laisse travailler, tu as tant de temps. » Bon, ça n'a pas pu se faire pour d'autres raisons, mais oui, on travaille en confiance. Carlyle, c'est un groupe d'origine britannique? Non, américain. Américain. Est-ce qu'il y a une façon différente de travailler? Est-ce que tu as ressenti une façon différente de travailler qu'avec des Européens, des Anglais? Pour moi, ce n'est pas tellement un critère de nationalité, c'est un critère de responsabilité des équipes en place. C'est-à-dire qu'avec l'expérience de travailler avec ces fonds, c'est essentiel de travailler avec des fonds qui sont représentés ou dirigés, peu importe, par des gens qui sont responsables et décisionnaires. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un fonds, avec quelle que soit la qualité de la relation que vous avez avec son représentant, mais ce n'est pas lui qui est décisionnaire, il doit en référer à Washington ou en référer à Londres pour prendre une décision, ça ne peut pas fonctionner. Donc on a toujours fonctionné avec des fonds qui étaient décisionnaires. L'équipe Carlyle Europe était très, très forte et très décisionnaire. L'équipe PAI aujourd'hui, c'est leur fonds, donc c'est eux qui décident. Et ça, c'est important d'avoir affaire aux décisionnaires. Et Carlyle était prêt à t'accompagner sur l'investissement immobilier. C'était un petit peu la différence? C'était un peu le critère, parce qu'effectivement, à la sortie de Raseo, il y avait un risque de manque de fonds pour financer du développement. Or, on est un LBO de développement. Donc c'est le nerf de la guerre, c'est de pouvoir construire du développement. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a un pipeline de 3 ans devant nous, qui est visible et qui donne de la visibilité au groupe. Donc c'est important de trouver ces financements. Et effectivement, Carlyle a monté des véhicules pour financer notre développement. Alors, on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais on a beaucoup vécu. C'est un des thèmes que j'abordais un petit peu avec les étudiants, c'est ce qu'on appelait la stratégie asset light. Il fut un temps où tous les groupes hôteliers, pour générer du cash et peut-être des rendements supérieurs, se mettaient à séparer de leurs actifs et se retransformer ou se
focaliser sur la gestion, sur les contrats de management, sur la gestion de la franchise, en disant finalement, au dollar investi ou à l'euro investi, les rentabilités supérieures. Pendant très longtemps, BNB était plutôt un possesseur de ses actifs. Ça a changé un peu. Oui, on a l'impression qu'on y revient. Non, mais enfin, je n'ai pas de commentaire à faire sur la stratégie des autres groupes, mais pour nous, la vente de l'immobilier était une façon de financer notre développement. D'abord, ça nous a aidé à financer l'acquisition de Village Hôtel parce qu'on a, concomitamment au rachat de Village Hôtel en 2007, on a mis sur le marché les murs de Village Hôtel et de BNB, ce qui nous a été non seulement à financer le rachat de cette chaîne, mais qui nous a aussi aidé à avoir une enveloppe pour financer du développement. On ouvre un hôtel par semaine. Si on compte qu'un hôtel, c'est en moyenne 5 millions d'euros, ça veut dire qu'on dépense 250 millions par an pour ouvrir de nouveaux hôtels. S'il fallait trouver 250 millions d'euros dans nos fonds propres, on n'y arriverait pas. Ouais. Donc le fait d'être asset light, c'est-à-dire de confier la propriété des murs à des foncières, à des instruments financiers qui sont là pour financer cette croissance, pour nous c'est essentiel. Alors c'est pour ça aussi qu'on a des partenariats privilégiés avec certains, dont la foncière des murs, qui aujourd'hui nous connaît tellement qu'elle a industrialisé le process et donc elle ne fait pas que financer nos murs, elle préfinance nos murs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant on construisait un hôtel, on le finançait nous-mêmes, et on le revendait en sales and leaseback à une foncière. Aujourd'hui, on a un tel climat de confiance entre nous qu'ils préfinancent, c'est-à-dire qu'on n'a même pas de cash à sortir. Ouais. C'est nous qui avons la maîtrise du projet, parce que pour moi, c'est essentiel de garder la maîtrise de notre développement sur des actifs qui sont compatibles avec notre modèle. Donc, on choisit les actifs et on les apporte à la foncière des murs qui les finance pour notre compte. On n'est même plus dans la technique, ce qu'on appelle du VFA, sur la vente. Ça peut exister parce que quelquefois on nous impose la VFA, mais c'est pas. Donc aujourd'hui, on a des partenariats en Allemagne avec des gens qui fonctionnent comme ça, mais pour 90% de notre développement, il est préfinancé. Et ça, je veux dire, le nerf de la guerre, ça reste encore le fait d'avoir la séparation des métiers. Enfin, je veux dire, tu y crois, cette séparation des métiers? Alors, ça dépend. Alors qu'avant, on a tendance à la rassembler dans les mêmes entreprises. Moi, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, si on regarde les plus grands acteurs du monde, sont essentiellement des franchiseurs. Donc ils ont plusieurs marques et ils font de la franchise. Nous, c'est pas notre métier. On est franchiseur par opportunité parce que c'est vrai que quand on maille un territoire, il y a des villes, et c'est pas péjoratif, mais des villes de taille inférieure où on se dit que c'est pas dans notre cible de développement parce qu'on préfère développer des hôtels de 100 hôtels que des hôtels de 50. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des villes où un hôtel BNB de 50 chambres n'est pas pertinent. Donc, on a des franchisés aujourd'hui qui nous accompagnent. On a une cinquantaine d'hôtels en France en franchise, mais on veut être un franchiseur modèle, c'est-à-dire qu'on conduit notre business model et on fait venir des franchisés qui épousent notre modèle. Voilà. Donc notre métier, c'est pas d'être un franchiseur et de ne faire que ça. C'est toujours de faire du développement intrinsèque et d'avoir des franchiseurs qui nous accompagnent, mais à la marge. Alors je reviens à Carlyle, 2010. Ce qu'on n'a pas précisé, je ne sais pas si c'est significatif, c'est que Eurazeo a vendu, mais pas Montefiore. Ils ont souhaité rester. Enfin, ils ont vendu et ils ont remis. Ils ont remis une partie du produit de leur vente dans la nouvelle aventure. Oui. Et tu l'interprètes comment? C'est assez rare. Oui, ça, c'est un vrai signe de confiance parce que effectivement, c'est assez rare. En général, un fonds, il sort. Il a pris sa plus-value et il ne prend pas un nouveau risque sur le même véhicule. Et il s'est dit, je vais y remettre parce que l'argent que j'ai gagné en 4-5 ans, je vais peut-être le regagner 5 ans plus tard. Voilà. Je pense qu'ils ont fait une bonne opération. Ce qui était le cas, puisque... Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de 2010 à 2015? Alors, 2015, on va y arriver. Entre 2010 et 2015, ça a été l'accélération du développement à l'international. Donc ça a été l'ouverture d'Italie, ça a été la confirmation du développement en Allemagne, ça a été le financement des véhicules, la mise en place de véhicules pour financer l'immobilier. Ça a été l'ouverture sur d'autres géographies. Puis déjà, une première décision qui a été prise avec Carlyle, c'est de dire stratégiquement, parce que même si ce sont des gens qui restent à court terme, ils épousent l'idée d'une ambition à long terme. Parce que c'est aussi ça qu'ils vendent quand ils sortent. Ils vendent une histoire qui se poursuit.
Ils ne vendent pas une histoire qui s'arrête. Sinon, c'est la patate chaude, à un moment qu'on se refile et puis l'histoire s'arrête. Donc, c'est important pour eux de vendre une histoire qui continue. Et donc, avec eux, on s'est assis autour d'une table et on a dit, bon, maintenant, on est lancé sur l'Europe. On a un territoire européen qu'on va couvrir dans les 10-20 ans qui viennent. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres régions du monde dans lesquelles on peut un jour se développer? Donc on a regardé la Chine, l'Inde et le Brésil. Et le Brésil, c'est quoi? C'est Carlyle qui a eu l'idée de dire, tiens, on va aller voir. On a travaillé ensemble sur ces. C'est à l'époque, c'était encore les Jeux Olympiques, la préparation. Donc oui, c'est la préparation des JO. Donc je suis allé en Chine, je suis allé en Inde, je suis allé au Brésil. Et pour moi, le Brésil, c'est celui qui est sorti du lot. Pourquoi? Parce que la Chine, quand on n'est pas chinois, c'est même pas la peine d'y penser. Les Chinois font. Nous, on a 27 ans d'existence. On a 400 hôtels et on a 450 hôtels. On est fiers. Eux, ils ont 10-15 ans d'existence. Ils ont 1200 hôtels. Donc, on joue pas dans la même cour. Donc, on s'est dit que c'était pas notre marché. L'Inde était très compliquée. Et puis au Brésil, bon, Accor connaît un certain succès avec son hôtellerie économique, donc on s'est dit qu'il y avait un marché pour nous aussi d'offrir une hôtellerie économique de chaîne valorisante sur ce marché. Alors, je m'amuse de temps en temps à lire les communiqués de presse, et à chaque fois, à la fin des communiqués de presse, il y a toujours les citations des dirigeants, qui sont en général des phrases. Ça, c'est fait par des journalistes. C'est pas fait par des journalistes, c'est fait par des relations publiques, et qui en général citent souvent des phrases un petit peu dithyrambiques. Qu'est-ce qu'il y a de vrai un petit peu derrière tout ça? J'ai un énorme plaisir à avoir travaillé avec Georges Samper pendant toutes ces années. Oui. Je me fais une joie immense, quand dit le successeur, de travailler à nouveau avec ces essuies. Comment tu perçois? Il y a un petit côté pas hypocrite, mais... Oui, c'est le mot, oui. Il y a forcément un petit côté hypocrite, mais enfin... Mais est-ce qu'il y a une réalité derrière? Il y a quand même des histoires. Il y a une vraie réalité. Enfin, la réalité, et encore une fois, c'est pas du tout de la fausse modestie, mais on a quand même bâti une entreprise qui a toujours rendu de l'argent à ses actionnaires au moment de la cession, plutôt de façon significative, parce que chaque actionnaire qui est resté dans le groupe a fait au moins 2 fois sa mise quand il est sorti. Donc forcément, c'est une sortie qui est satisfaisante pour tout le monde. J'ai failli mettre dans l'exprimer comme ça, c'est assez logique. J'ai failli mettre dans le titre, c'était toujours chronique d'un divorce réussi annoncé. Parce qu'à chaque fois, tes divorces ont été réussis. Oui, parce que justement, les critères sont très clairs au départ, donc il n'y a pas de surprise. Moi, je ne suis pas surpris quand un fonds me dit maintenant on va se mettre en mode sortie parce que j'ai l'expérience, je connais les conditions de marché, donc ça peut être des marchés financiers, ça peut être les multiples de résultats qui sont plus hauts que jamais, qu'il y a potentiellement une crise économique à venir derrière, et donc on sait très bien que leur rôle à eux, c'est de valoriser au maximum leur sortie. Ce qui nous intéresse, nous, équipe de management aujourd'hui, c'est pas tellement finalement le fonds qui vient, il rentre et il sort et il vient accompagner une période de l'histoire. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une histoire qui a été racontée mais qui se poursuit. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vendre une entreprise qui est en crise, qui est dans un business model chahuté. On vend une entreprise qui a encore une histoire, donc qui est celui qui veut venir épouser cette nouvelle histoire. Mais est-ce que tu as un cas exceptionnel d'un dirigeant qui a connu, parce que là on parle de PAI Partners, c'est la 4e opération, donc qui a traversé ces différentes périodes avec 4 à chaque fois sessions. C'est vrai qu'on est un club assez restreint. Oui. Mais enfin. Encore une fois, tu le justifies par cette histoire, justement. Ce qui est important, c'est le projet du départ. Bien sûr. Et donc, s'il n'y a pas c'est la vision qui est vendue aux actionnaires, mais la vision qui est vendue aux équipes aussi. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de l'histoire de l'entreprise, l'équipe de management s'est étoffée, elle s'est développée, et c'est important. Enfin, on parlera de la suite aussi, mais c'est important pour moi qu'il y ait ce fil conducteur et cette constance. Comme on a construit le produit avec une constance dans le produit, c'est-à-dire que tout le monde comprend le produit, que ce soit les collaborateurs, de quel que soit leur niveau, et le client, c'est-à-dire que tout le monde comprend ce qu'on est en train de faire. Il faut aussi que nos actionnaires comprennent ce qu'on est en train de faire. Et donc, à partir du moment où il y a cette compréhension mutuelle des objectifs et de l'histoire qu'on a à raconter, c'est forcément plus facile à vendre. PAI, ça a été assez facile de les voir intégrer? Oui, parce qu'ils étaient déjà dans les starting blocks depuis... ils s'étaient déjà présentés 5 ans avant.
Ils n'avaient pas été les mieux 10 ans, donc ils sont revenus 5 ans après, Ouais. et là ils ont fait les efforts nécessaires. Donc c'est vrai qu'on revoit maintenant systématiquement des fonds qui avaient raté l'affaire quelques années avant, qui reviennent pour essayer de la faire cette fois-là. Mais... Qu'est-ce qui va changer avec PAI? Est-ce qu'il y a une chose, une stratégie qui est justement simplement renforcée, élargissement, ou est-ce que il peut y avoir une orientation un petit peu différente? Non, je pense qu'il n'y a pas d'orientation différente. Ils ont saisi une opportunité dans un actif auquel ils croient, auquel ils veulent donner des moyens. On vient de dépenser 100 millions d'euros avec la foncière des Murs pour rénover l'ensemble de notre parc en France, parce qu'on veut maintenir cette avance sur la concurrence avec un produit sans cesse renouvelé et sans cesse moderne pour les clients. Donc voilà, c'est ça cet accompagnement. Je remercie vraiment Georges. Merci.